L'épisode qui suit est présenté par TheCards.shop. Détrompez-vous, bien qu'ils aient un nom anglophone, TheCards.shop est la plateforme de vente en ligne la plus québécoise qui soit. Avec plusieurs milliers de vos cartes mises en ligne sur une base quotidienne, TheCards.shop représente une façon simple, facile et peu coûteuse de vous départir de vos plus petites cartes entre 5 à 50 $ que vous amassez au fil des années. Il s'occupe de tout, de la prise de photos, de la mise en ligne, de la vente et bien sûr du shipping. En plus, les boys sont super sympathiques, toujours prêts à répondre à toutes vos questions et vous accompagner lors du processus de vente de vos cartes. N'hésitez pas à les contacter sur leurs différents réseaux sociaux. Pour de plus amples informations, visitez-les sur TheCards.shop et n'oubliez pas les avantages qu'ils offrent en devenant membre Patreon payant de Show de cartes. TheCards.shop vous souhaite bon épisode. Let's get ready to rumble! Lights out, away we go. George Russell gets a good getaway. Lewis Hamilton Playing with all kinds of confidence. He roofs it in! My goodness! Jack Hughes! You've got to be kidding me! Joris Stavkovsky au bon endroit, au bon moment. and there's a high fly ball deep right field. Harper watches it fly. Voici Show de cartes. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 213 de Show de cartes, votre podcast. Un épisode qui va sortir un petit peu des sentiers battus de Show de cartes parce qu'on va parler d'un sport qu'on n'a pas parlé beaucoup depuis les débuts de Show de cartes, si on veut. C'est vrai. Mais tout d'abord, je suis avec Guillaume et Yanakis pour la soirée. Messieurs, comment allez-vous? Très bien. Et vous-même, messieurs, c'est vrai que je cherche à dire, je pense que c'est un épisode qui va sentir le gaz. Le tire. Ah, les tires brûlés. Oh yes! Non, mais c'est le fun. Puis, juste mentionner le segment que Yanakis va faire sur le NASCAR aujourd'hui. C'est une demande, en fait, de Yves Godet. Si je me trompe Louis pas. Godet. Louis Louis Godet. Godet. Désolé. Louis Godet. Louis Godet. Mais je trouve ça vraiment le fun. Encore une fois, c'était un peu comme qu'on avait eu la demande pour la LCF il y a quelques semaines. On a décidé de le faire pour le NASCAR. Fait que ça va être le fun un peu de voir le parcours des cartes de NASCAR. Mais pour répondre à ta question, Mike, je vais bien. Je vais vraiment mieux que la semaine passée. Ça se ressent sûrement dans ma voix aussi et dans mon énergie. Ouais, on a Je suis tout content passé de vous par. retrouver, les boys. Là, l'été, elle s'en vient. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est ça, c'est qu'on va arriver avec des concepts comme ça, des émissions un peu qui sortent des sentiers battus. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Si tu veux, Mike, je peux peut-être commencer tout de suite. Je vais lancer le plan de match. Puis après Oui, ça, on va go. rentrer notre invité. Il est là. Fait qu'on ne le fera pas attendre plus longtemps. Ben oui, go. On va avoir comme invité Danny Lagacé qui a des anecdotes savoureuses en lien avec le décès de Kyle Busch dans les dernières semaines. Ça va être super intéressant. C'est un bon flash que Yanakis a eu de contacter ce gentil monsieur. Ensuite de ça, on va avoir le portrait des cartes NASCAR avec Yanakis qui nous a préparé, tel que mentionné plus tôt. On va avoir les nouvelles du hobby, les sorties de la semaine, puis on a plusieurs questions savoureuses de nos auditeurs cette semaine. On va prendre un temps pour y répondre à la fin de l'épisode. Donc, boys, sans plus attendre, Yanakis, si tu veux introduire notre invité. Ben, il y en a qui vont dire on est 2 semaines en retard, mais bon, on a tous des vies, puis on a tous des fois des empêchements. Et quand je l'ai contacté, la première chose que j'ai dit, c'est je suis fasciné que personne au Québec vous a contacté alors que vous êtes la personne qui a le plus interagi avec Kyle Busch. Il m'a conté des choses pas comptables au téléphone. J'ai dit ça, on ne comptera pas ça, mais là, il va nous en compter des comptables. Nul autre que Monsieur Danny Lagacé, qui était propriétaire de la piste de Vallée-Jonction. Monsieur Lagacé, bonsoir et bienvenue à Show de cartes. Bonsoir, les amis. Avant toute chose, M. Lagacé, en mon nom personnel, au nom de la communauté de Show de cartes et mes co-animateurs, je vous offre mes sympathies parce que la première chose que vous m'avez dit, c'est Kyle Busch, pour moi, c'était pas juste un bon pilote,
c'était un chum. Non, c'était un ami à nous autres, ça. Oh, c'est un très bon ami. Ça a commencé comment on devient ami avec Kyle Busch? Moi, j'ai fait Surtout à une époque où ce qui était difficile à apprécier sur la piste, des fois. Ça restera toujours une grande, grande vedette. Moi, j'ai commencé, quand j'ai acheté la piste de course de Vallée-Jonction en 2012, j'avais déjà un coureur, moi, qui courait pour moi en Superlite en passe. On avait été courir à Oxford Plain dans le Maine. J'avais rencontré le président de la série qui était Tommy Mayberry. J'avais dit à M. Mayberry, j'ai dit, gars, moi, je viens d'acheter la track à Vallée-Jonction. On va remettre ça comme ça n'a jamais été. On y va en grand. Puis j'ai dit, moi, quand je vais en grand dans tout. J'ai dit, je vais avoir Kyle Busch. J'ai dit, êtes-vous capable de me l'emmener? Le prix que ça coûtera, ça ne me dérange pas. J'ai aucun problème pour ça. Il dit, j'ai aucun problème. Il fait un téléphone, il parle à son agent. Le même soir, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, on se parle la semaine prochaine, puis il dit, tu vas l'avoir. Ça, c'est en 2012, ça, quand j'ai acheté la track. Fait que là, on se parle, on prend une entente qu'on fait venir Kyle Busch en 2013 à la piste de course à Vallée-Jonction, la track que j'avais achetée. On l'a fait venir en 2013, on l'a fait venir l'autre année d'après en 2014, tellement qu'on avait des bons rapprochements. C'est une Christie de bonne personne, je vais vous le dire. C'était un gars smart et épouvantable. Puis on a tissé des bons liens ensemble. Ma femme avec Samantha, ma fille Marie-Pierre avec Samantha. On a eu beaucoup de plaisir. On se rencontrait à Daytona, on était content de se voir. Je l'ai rencontré à Daytona l'hiver passé, il était content de me voir. Quand j'ai appris ça, les deux bras m'ont tombé à terre. Non, ça a surpris le monde sportif nord-américain et encore plus le monde des courses parce que ce qui a jeté tout le monde à terre, c'est que le vendredi précédent, il gagne à Dover et 5 jours plus tard, il nous quitte là, à un âge très, très jeune. Là. Et quand la commentatrice lui a demandé, elle dit, Kyle, elle dit, c'est tellement elle dit, pourquoi tu es heureux de même d'avoir gagné à soir? Il avait gagné en truck, en craft and truck. Il dit, on ne sait jamais quand est-ce que ça va être notre dernière. Mais boy. Comme l'impression qu'il l'avait senti. Oui, puis, tu sais, Kyle Busch, ça reste Kyle Busch. Je ne suis pas un fan de NASCAR, mais tout le monde connaît le nom Kyle Busch. Fait que c'est sûr que ça a frappé l'imaginaire quand c'est arrivé. Puis ça va rester une légende marquée là, dans le monde sportif. Disons que je peux être fier d'avoir fait venir. Je pense qu'on ne verra pas ça, là. Je pense que je peux être fier d'avoir fait venir Kyle Busch, pas une fois, mais 2 fois. Puis si j'aurais demandé une 3e fois, il aurait venu. C'était quoi ses résultats pour le fun quand il est venu? Il a gagné la première fois, mais il y avait eu un petit quelque chose sur la transmission, supposément. Fait qu'il l'avait disqualifié, mais il est revenu l'année d'après, mais il a levé tout le monde. Puis le monde disait, pourquoi Kyle Busch est si bon que ça? Pourquoi il ne part pas en arrière? Il ne faut pas connaître les courses pour dire ça, là, parce que, tu veux dire, quand tu cours dans la série passe, c'est pas toutes des raisins. Là. Ça veut dire, quand tu fais venir un gars comme Kyle Busch, oui, c'est supérieur, mais ça restera qu'il faut que tu remontes 28-30 chars, là, tu veux dire, mais, regardez, là, c'est une classe à part. Puis corrigez-moi si je me trompe, M. Lagacé, mais dans le temps, Kyle Busch avait dit « Je cours en NASCAR pour être dans la classe la plus prestigieuse de stock car au monde et je cours en passe, qui était le nom de la série, pour courir avec les meilleurs pilotes en Amérique. » Il nous avait dit à moi qu'il y a des Christy de bons chauffeurs en passe, en Superlite. La crème, il y avait beaucoup de crème là-dedans qui n'ont pas réussi à passer à cause de l'argent. Ça, c'est. Puis, pour les gens qui connaissent plus ou moins les courses, dites-vous une chose, Kyle Busch, il était venu avec les jonctions, je pense, le mardi soir. Là. Il est venu le mardi soir, j'ai mis 5500 personnes. Un mardi soir. Il était sold out, on a refusé du monde. Imaginez-vous si on aurait fait ça samedi. Ça aurait été l'enfer.
C'était Vos l'enfer. meilleurs- Il est venu c'était un mardi ou un lundi qui est venu. Je me Il était rappelle venu pas trop. pratiquer le lundi. Parce que Oui, j'étais censé être là, puis finalement, ça n'a pas il avait pratiqué le lundi. On avait fait la course le mardi. Le monde, il capotait. Même encore là, aujourd'hui, là, tu sais, je peux être fier de ça. Là. Il n'y a pas une fois que je ne vais pas aux courses, soit à Vallée ou soit à Montmagny, que le monde me dise on s'ennuie des courses que vous nous avez faites à Québec. Au Québec. Je peux être fier de ça, là. Puis ça m'arrive très, très, très souvent. Tu sais, veut dire, on fait venir Kyle Busch, là, on fait venir. Puis quand j'avais le goût de l'attaque à M. André Poulain, on a fait venir Denis Hamlin. Oh. C'est nous qui avons fait venir Denis Hamlin pour André Poulain. Ça n'était un autre bon, c'est tout, Denis Hamlin. Là. Mhm. Oui, c'est un J'ai nom même qui me été- dit quelque chose. Fait que c'est sûr que J'ai c'est bon. même été dans sa maison à Denis Hamlin. Oui, ça, il faut vous la confier. Celle-là était excellente. J'avais dit, s'il vous plaît, comptez-la sur le show. Elle est Ben un oui. peu savoureuse. Ben oui. Mais une question de même aussi, Kyle Busch, je me rappellerai, c'est une personne bien simple. Puis le monde, il ne l'aimait pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une très bonne personne. Moi, j'avais m'étais organisé avec mon chum du restaurant à Québec Continental. J'avais dit, après la course, je veux qu'on vienne manger avec Kyle. On était arrêtés toutes. Fait qu'on disait à Kyle, on s'en va à Vallée, on s'en va à Québec, là, au Continental. Moi, ça ne me tente pas. Ben, tu vas arrêter où? Ben, il dit McDonald's. Fait que j'étais moi, mon chum Youpi, Éric Neveu, un de mes bons amis, qui est le spotter présentement à Patrick Lapelle, un chic type. On était mangé, j'ai payé, je vais pouvoir dire dans ma vie que j'ai payé un Big Mac à Kyle Busch. Il capotait. Il dit, c'est la première fois que je vais dans un restaurant puis je ne suis pas reconnu. Ouais. Il capotait bien rallié. Christy de bonne personne, regardez là. Avez-vous Oui, des artefacts ou des objets qui ont appartenu à Kyle Busch, un casque, des gants, peu importe? j'ai des calottes. OK. Signées par Kyle. Puis je l'aurais demandé, puis il m'en aurait donné, c'est certain, on était tellement proches. OK. J'ai adoré. Je vais vous en conter une bonne anecdote. Allez-y. Mon chum Éric Neveu, lui, c'est un monsieur qui aime bien le Stinger. Disons qu'un 45 gallons de Stinger, je pense qu'il l'aimerait. Éric, c'est Kyle Busch, c'est le bon Dieu pour Éric, Kyle Busch. Puis Kyle Busch, Éric, il a fait goûter du Stinger à Kyle Busch. 2-3 fois. Kyle, il dit, c'est du Listerine, ça? Il dit, c'est du Listerine que tu me prends? Ah non, on a eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Le meilleur. Je vais vous conter une autre anecdote. Allez-y. Le petit Braxton Busch. Braxton, c'est le petit gars, là, la future vedette montante NASCAR. Et puis, je vous interromps, M. Lagacé. Le numéro 18 de Kyle Busch a été, on va dire, mis en suspens par Richard Childress. Pour Braxton. Exactement. OK. Il dit quand il sera prêt, le numéro était lui puis la voiture était lui. Ah oui, il a réservé. Oui. C'est ça. Hein? Je vais vous conter l'anecdote. Kyle, quand on a pratiqué le lundi soir, justement, là, Samantha, elle a eu, comment elle appelle ça, non? Une fécondation in vitro. Et Kyle, il devait donner la piqûre sur le ventre à Samantha. Mais quand il n'était pas là, il pratiquait avec le char. C'est ma fille Marie-Pierre qui a donné sur le ventre la piqûre à Samantha. On était assez proches, hein? Quand même, oui. Ouais. Le petit Braxton, quand Samantha, j'ai des photos d'elle ici. On a eu du fun. Avez-vous parlé à Samantha depuis le triste événement ou pas encore? Ma femme a écrit, mais regardez, elle m'a dit comme qu'on dit, ils ont tellement d'amis. C'est certain qu'elle va réécrire à ma femme, là. Mais regardez, là, ils ont beaucoup d'amis, puis ils ont beaucoup de monde plus important que nous autres. Oui, c'est beaucoup à gérer aussi. Ben oui, c'est beaucoup à gérer, là, comprenez-vous? La peine d'être ça. Puis toi, t'es pas en air des fois d'aller parler, communiquer avec le monde. Là. Puis je trouve ça bien normal, là, comprenez-vous? Oui, je suis d'accord.
Le meilleur souvenir de Kyle Busch que vous allez garder? Le meilleur souvenir de Kyle Busch, c'est qu'il est venu 2 fois, puis qu'on était amis. That's it. Puis, mon chum Éric Neveu, il avait été spoté à la piste de course en Ontario. Il avait été spoté Eric Jones. Parce quand il a commencé, Eric Jones, il a commencé avec les camionnettes à Kyle Busch. Il avait été spoté Eric Jones puis Bubba Wallace. Non, regardez, on t'a bien vu, là, je peux vous dire. J'étais assez bien vu là, que, je vais vous dire de quoi aujourd'hui, prenez-les pour du cash, là. J'aurais pu avoir Jeff Gordon ou Dale Earnhardt Jr. avec les jonctions parce que je passais par Kyle Busch. Et boy, ça aurait été deux noms exceptionnels. Oui, ça aurait été 2 belles soirées, ça. Oui, j'aurais pu les avoir. Sauf que moi, je fais la construction, puis j'ai fait à peu près 700 condominiums dans ma vie à date, là. Puis, ça l'ouvrage beaucoup, puis une piste de course, puis les condos en même temps. Fait que j'ai décidé de me départir de la piste de course. Ce que je regrette aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'aurais le temps. Ça aurait été encore plus grandiose, je peux vous le dire, parce que j'ai fini de travailler. Là. J'ai fini mes constructions, puis je peux vous dire que le monde sont contents. Quand ils me voient aux pistes de course, ils n'auraient rien vu encore, je peux vous le dire. J'avais beaucoup de projets en tête. Est-ce que vous vous promenez encore souvent aux États-Unis pour les courses? Vous avez parlé que vous étiez à Daytona pas plus tard que l'année dernière. Je vais à Daytona. Je suis commandé de Patrick Lepel, le 91, un excellent chauffeur. Je vais souvent aux courses aux États-Unis, là, le lendemain. OK. Puis, c'est ça. On voit du monde, mais c'est pas la NASCAR direct. Je regrette un petit peu de ne plus être autant dans le spot comme avant, là. Mais on a du plaisir pareil. Ouais. Hey, M. Lagacé, 1000 fois merci. Puis je sais que c'était pas. Je sais que cette entrevue-là ce soir allait peut-être faire amener des choses plus ou moins le fun, mais. Si vous voulez avoir mon anecdote, que vous vouliez que je vous conte mon anecdote. Oui, dans la maison à Denis Hamlin. J'étais chez Denis Hamlin. Même Denis Hamlin, on est chums ensemble. Il était bien content. Il me vu l'année passée parce que j'étais malade. Puis il a dit, je suis content de te voir. J'ai été chez Denis Hamlin, dans sa maison, avec ma femme et ma fille. Il y avait Danica Patrick qui était là. Il y avait Carl Larson, sa femme, son petit. Mais je suis perdu dans la maison. Je suis perdu dans la maison. Savez-vous quelle grandeur, la maison, qu'elle avait? 30 000 pieds carrés. C'est pas... Ouais. Je m'a pensé au centre d'achat, Carlis, quand j'ai au lac Norman, là. J'aime ce monde-là, je peux te le dire. Le monde des courses, là, sont fins. Moi, j'ai pas vu de frais là-dedans, là. Ceux-là qui m'ont été présentés aussi, ça a peut-être été du monde fin, Risty Wallace, tout ça, toute cette vieille gang-là là, que j'ai eu la chance de rencontrer. Je l'ai rencontré beaucoup. Puis on a des bons souvenirs. Ça va être un bon souvenir de moi. Bon, M. Lagacé, on se croise probablement sur une piste de course cet été, là, où ma saison commence ce week-end à Epping. Si jamais ça tente de venir voir un bon coureur, le 91, dis-moi-le, puis je vais vous inviter soit à Vallée-Jonction ou à Montmagny. Oh, on aime ça, les affaires gratis, nous autres. Ça va être sur le bras, puis Kenny, à Montmagny, il paierait les sandwichs. Non, regardez, je vous invite, si ça vous tente, venez voir. Vous allez voir qu'il y a des bonnes courses dans la ACT aussi. Là, puis, c'est très, très bonne course. Ah, moi, je dis pas non, c'est sûr et certain. Il y a une affaire que j'aimerais vous dire. J'ai encore un petit 5 minutes. Ben oui, allez-y. Moi, là, Raphaël Lessard, c'est un excellent petit chauffeur. Très, très bon petit chauffeur, Raphaël. Mais Raphaël Lessard, il y a peut-être une petite partie de Danny Lagacé là-dedans. Parce que Danny Lagacé, c'est pas moi qui ai mis l'argent, c'est son père qui a mis l'argent et des commanditaires. Mais moi, Danny Lagacé,
Si je ne fais pas venir la série Pass, qui est super late, Oui, c'est vrai. OK? François, il a rêvé comme moi, je rêve à mon petit jeune qui a 10 ans, qui va être une Christie bonne vedette plus tard, parce que je ne le lâcherai pas, là, OK? François, il a cru en Raphaël. Puis Raphaël, ils ont eu la chance d'aller chez Kyle Busch. Mais moi, j'ai su de Kyle, OK? Kyle Busch, il est venu à Vallée-Jonction. Il y a eu une très, très bonne rencontre avec nous autres. Puis, je ne dis pas que c'est à cause de moi, là. Indirectement, si Raphaël court en Super League, c'est parce que François, oui, il a cru en son jeune, puis il avait raison de croire à son jeune. Mais si je n'emmène pas les Super League à Vallée-Jonction, ça ne veut pas dire que Raphaël a couru en Super Late, là. Comprenez-vous? Puis Raphaël a eu la chance de courir en camionnette aussi, Oui, un peu grâce à Kyle aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, Kyle me le disait, il nous le disait, moi et ma femme, il y a beaucoup, beaucoup de monde millionnaire que le petit gars pourrait être bon. Mais Raphaël, un excellent chauffeur. Ça a fait du bien que Kyle est venu à Vallée-Jonction, je peux vous le dire, parce que Raphaël venait de Vallée-Jonction, Saint-Joseph, à côté. Puis il s'est rappelé de nous autres. Il me l'a dit qu'il s'est rappelé de nous autres, Kyle Busch. Ouais, une icône, ça reste une icône, peu importe où ce que ça va. On l'a vu avec le phénomène de Lionel Messi dans la MLS quand il est arrivé dans son premier match à Montréal. C'est une icône, c'est une icône. Fait que peu importe le sport, peu importe ça reste que les fans qui vont suivre ce sport-là vont automatiquement s'attacher à cette icône-là. Donc, mais M. Lagacé, vraiment un gros merci de votre temps. Si vous voulez venir aux courses, soit Vallée-Jonction ou soit Montmagny, je vous invite sur le bras. On va s'arranger avec le petit bonhomme en dessous. On va s'arranger. Avec Yanakis. Un gros merci, M. Lagacé. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci, salut. À bientôt. Vraiment cool, pour vrai, là, d'avoir côtoyé une légende comme Kyle Busch. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas un fan de NASCAR, zéro, mais on connaît les noms. Raphaël Lessard, ça me dit quelque chose. Kyle Busch, ça me dit quelque chose. Dennis Hamlin, ça me dit quelque chose. Jeff Gordon, ça me dit quelque chose. Dale Earnhardt Jr., ça me dit quelque chose. Donc, on voit d'avoir ces icônes-là à Québec. C'est formidable pour le sport automobile. Puis d'avoir eu la chance d'avoir M. Lagacé qui nous explique ça, c'est vraiment cool. Puis, pour résumer Kyle Busch, c'était pas rien qu'il venait à Vallée-Jonction parce que c'était un maniaque de course. Il venait à Vallée-Jonction, il courait avec la même intensité qu'au Daytona 500. Là. C'était pareil. Et à quel point ce gars-là était un amoureux des courses, un amoureux des moteurs. N'oubliez pas une chose, Kyle Busch en NASCAR, dans les 3 séries NASCAR, c'est 234 victoires combinées. C'est intense, ça. Et ils ont changé des règlements à cause de Kyle Busch, parce que le lien que j'ai envoyé, Guillaume, ça représente à quel point Kyle Busch, à une certaine époque, brûlait le NASCAR, mais brûlait le NASCAR. Ça, c'est une des cartes les plus iconiques, sinon la carte la plus iconique de Kyle Busch qui existe. On va le montrer. C'est celle-là? Burning Rubber Bristol Sweet. Clique sur See Original Listing. Dans le fond, c'est que, puis je vais en parler plus tard, c'est que dans la série Burning Rubber, c'était des morceaux de pneus qui avaient été utilisés lors d'une course. Press Pass, la compagnie qui faisait les cartes, avait fait une carte avec un pneu utilisé le vendredi lors de la course de camionnette où Kyle Busch avait gagné, le samedi dans la série Xfinity où Kyle Busch avait gagné, et le dimanche où Kyle Busch avait gagné dans la grande série. Wow! Et c'est après ça que NASCAR ont dit, bon, là, on va changer les règles un petit peu parce que là, les séries sous la grande série, c'est fait pour développer les futurs pilotes. Lui, il raflait tout. Là. Mais lui, c'était pour le plaisir. Là. C'était pas pour la paix. En même temps, développer les plus jeunes pilotes. En même temps, développer les plus jeunes pilotes, tu développes en affrontant les meilleurs. Pourquoi empêcher un des meilleurs de courir en bas? Ils n'ont pas empêché, c'est juste qu'il y avait un nombre maximal de courses par année qu'ils pouvaient faire. Mais c'est même à ça.
Ouais. Tu veux te développer, tu te développes avec les meilleurs. Même chose dans le hockey, là, tu vas dire à un jeune, va te débloquer dans la Ligue américaine. Le gars, c'est un first overall pick. C'est sûr qu'il va te regarder en disant, mais non, je veux me développer avec les meilleurs. C'est la même chose. Mais c'est une sucrée carte, je te le confirme. Je vais peut-être m'acheter une carte de NASCAR à la fin de la soirée. Why not? Why not coconut? Hey, Guillaume, tu nous lances-tu sur les nouvelles ou on passe direct sur le segment de... Ben, je pense qu'on va y aller avec Yanakis. On y va On va sur le rester segment? dans. Ouais, on Il vient va de rester dans présenter la une belle NASCAR. carte. On va Je vais pouvoir continuer aller me coucher là-dedans. après ça. Hein? Je vais pouvoir aller me coucher après ça. Oui, c'est ça. On va te laisser pour le reste de la soirée. Y a-tu des grosses Yes. sorties? Je sais pas. Hein? Ah oui, On a une quand belle même. sortie Non, demain, quand même. non, c'est une grosse sortie. Là. Il y a Leaf Metal Hockey qui sort cette semaine. Il faut que je parle de ça. Hey boy. Ah. OK. Yes. Donc, Yanakis, ben go. On va essayer de présenter les beaux visuels que tu as envoyés en relation avec ton topo sur les cartes, l'histoire des cartes du NASCAR. Ouais, NASCAR, the National Association of Stock Car Auto Racing, qui est né en 1948. Tu sais, ce que les gens oublient, c'est que les premiers pilotes de NASCAR, ben, c'était des bootleggers, c'était des gens qui faisaient, qui avaient des voitures super performantes pour se sauver de la police parce qu'ils vendaient de l'alcool frelaté. Ça a été ça, les premiers pilotes de NASCAR. C'est pas rien que Junior Johnson, l'ancienne légende du NASCAR, avait sa marque de moonshine et a encore sa marque de moonshine qu'on pouvait acheter aux États-Unis dans des pots maçons. Ah ouais? OK. Mm-hmm. Et ça, là, je te jure, là, tu sais, mettons, là, tu dis, oh, Oh, oui, sinon, ça décape. Ça décape. D'habitude, Non, non. ben ouais, mais tu veux juste regarder des fois ceux qui le font puis ceux qui en consomment en grande quantité. Là. Mais Tu là, vois, ça laisse des traces. Ouais, mais là, c'était du moonshine, on s'entend, là, fait en usine, là. Mais je te confirme que les fruits qu'il y a dans le bas du bocal, là, ils changent de couleur avec le temps, là. Mm-hmm. Puis j'ai jamais été game de manger un des bleuets du fond d'un pot de moonshine de Junior Johnson. Mais revenons à la collection. Même si le NASCAR est né en 1948, c'est en 1972 que la première carte de NASCAR officielle apparaît. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que c'est une carte qui est gratuite. C'est la fameuse collection STP 1972. C'est des cartes remises à Daytona qui sont juste données au stand de STP sans plus. Il y a environ une vingtaine de cartes différentes. On a une carte pour chaque pilote et la voiture de chacun de ces pilotes-là. Au dos, on a une description. Tu sais, on ne peut pas avoir plus basique que ça, mais c'est le premier set. C'est le Parker 1951-52 du NASCAR. C'est le premier set officiel, si on veut. Il faut aller en 1988 pour avoir la première collection de NASCAR qui est produite par Max, une microscopique compagnie qui, tout le long de l'existence de Max, ne s'est concentrée que sur le NASCAR. Wow! Ouais. Tu peux voir plus 1988 que cette carte-là. Là. Mais honnêtement, là, la carte visuelle, elle est hallucinante. Ben oui! Les cartes des pilotes sont un peu moins cute. Là. Je te dirais, les photos sont un peu comme floues, un peu pris croche, un peu poète-poète, mais les ce photos... set-là, c'était-tu un set mix, justement? Tu voyais les pilotes et les autos? Ouais. Okay, oui. Dans le NASCAR, c'est toujours des sets mix. Là. Il n'y a jamais juste les pilotes, jamais juste les voitures un peu comme même principe qu'avec la F1. Ouais, c'est ça. Exact. Et puis, à partir de 88, ben là, on va dire que ça part pour de vrai. L'engouement est excessivement fort avec Dale Earnhardt Sr. aux États-Unis. Richard Petty roule encore. Il y a encore de très gros noms qui roulent dans la série. En 1988, on a une collection. En 89, on n'en a qu'une seule. En 90, on n'en a qu'une seule. Là, en 91, on sent la popularité qui monte. On a 3 collections en 91. On a principalement la 4 recrues de Jeff Gordon, qui, à l'époque, est déjà pressenti pour être un talent générationnel. Et c'est pas mal la carte la plus importante de 91. En 1992, c'est ça qui est fascinant, c'est ça que j'ai redécouvert parce que j'ai longtemps collectionné le NASCAR. Le NASCAR a toujours été au devant des technologies ou en même temps que les technologies. Il n'a jamais été en arrière.
Et en 1992, dans la série Tracks, il y avait déjà mis des cartes autographiées dans les paquets. Et ça, c'est le Saint Graal de la collection, la double signature Richard Petty, Dale Earnhardt Sr. Sur cette carte-là, on a 14 championnats, on a plus de 275 victoires en NASCAR. Et celui le gars de droite nous a quittés. Le gars de gauche ne rajeunit pas, mais signe encore tout. Et si vous écrivez au garage de Richard Petty, je crois qu'il signe encore par la poste absolument tout ce que vous pouvez envoyer. C'est moi ou c'est un prix qui est quand même plus que raisonnable? Très raisonnable. Oui, c'est 400. Pour ceux qui sont à l'audio, c'est combien? 492, je pense? US? Ouais. Il me semble que c'est pas cher pour 2 icônes de NASCAR comme ça. Art sign, même si oui, c'est une personne, mais. C'est pas une personne. Non, en 92. OK, il était OK. Tu peux, oui. Je veux dire, c'est un aubaine. Oui. Je suis 1000% d'accord avec toi. Dans les années qui suivent, on a 4 collections, 7 collections. En 1994, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a 17 collections de NASCAR qui sont sur le marché. Ouais. Ouais. Et là, Upper Deck arrive avec des produits autographiés via Upper Deck authentique. Là, on sent que la folie part. Qu'est-ce qui se passe en 1994? Dale Earnhardt Sr. est pas mal à son apogée. Jeff Gordon est absolument en ascension. Et le sport est excessivement populaire et les pistes sont divisées en deux. Tu es soit Dale Earnhardt Sr. ou tu es soit Jeff Gordon. Puis si vous écoutez des bouts de vidéos de l'époque, quand Jeff Gordon faisait un accident, il y avait la moitié des gens de la piste qui applaudissaient et qui étaient contents. Puis quand Dale Earnhardt Sr. crachait, il se passait la même chose avec l'autre moitié de la piste. En 1995, le premier produit d'Upper Deck arrive. Et là, cette année-là, c'est, on va dire, l'apothéose ou le désastre. Là. Il y a 25 produits différents dans le NASCAR qui sont sur le marché. C'est beaucoup. C'est pas tout beau. J'ai pas mis des photos de tout parce qu'il y a des choses qui sont épouvantables. Mais en 1996, là, c'est vraiment le top du top. On a 28 produits. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est le premier mémorabilia de tous les temps. Oui, ça a été le précurseur de toutes les cartes, de toutes les mémorabilia qui est arrivé ensuite avec le basket, dans Upper Deck, le hockey, ainsi de suite. Puis, ce qui est fascinant de cette carte-là, c'est qu'au dos, on a ce qui n'existe plus dans aucun mémorabilia à cette heure, c'est-à-dire la provenance exacte de la pièce. Parenthèse, tu dis n'existe plus en nulle part. Là, on va le retrouver avec Extended qui sort demain avec les débuts Autopatch on a la provenance. En voie d'extinction. Bon. Parce qu'au dos de cette carte-là, on peut lire que ça a été utilisé à telle course avec la date, l'année et tout. Cette carte-là était précurseur beaucoup parce qu'en plus d'avoir un memorabilia, elle était numérotée. Chose qui était quand même très rare aussi dans ce temps-là. Fait que, non, carte très importante. En 1900, là, on est en 96 ou 96, on a 28 produits. Upper Deck produit, je n'ai pas mis la photo parce que je n'étais pas capable de trouver une bonne photo, mais un produit qui s'appelle SPX, très similaire à celui du hockey, carte coupée, une carte par paquet, série de 25 cartes. C'est un de mes sets fétiches. Et là, on est en 1996, et là, on apprend que là, on peut mettre des choses dans les cartes. Et là, il y a une compagnie qui s'appelle, la compagnie Wheels produit un produit qui s'appelle Viper. Et dans ce produit-là, je ne t'ai pas mis de visuel, Guillaume. Non, c'est ça. Et dans ce produit-là, on a des cartes avec de la peau de serpent. Hein? Ouais. Mais pourquoi le lien? J'en ai aucune idée. OK. Parce que Daytona, t'es dans un désert, je ne sais pas. Aucune idée. Mais là, il y a pire que ça. En 1997, là, c'est vraiment le pic. On a 29 produits différents
sur Il y les en a tablettes de NASCAR. juste, je ne veux pas te couper, mais avant d'aller en 97, je pense que tu voulais montrer une autre carte de 96 qui était le Press Pass VIP autographe. Oh mon Dieu, oui. Oui, Je ne veux pas passer par-dessus, mais c'est un bel exemple, là, justement. Quand on parle de cartes clean, et je suis obligé de dire que le NASCAR a été le dernier sport, les puristes comme nous trois messieurs, ça a été le dernier sport où les stickers autographes sont arrivés. Parce que pendant longtemps, c'était Press Pass qui menait le bal en NASCAR, puis pour Press Pass, c'était impensable. C'est hard sign seulement. C'est pas compliqué. Les gars sont toujours tous ensemble. On amène les cartes à la piste. On prend 2 heures, on signe. C'est fini. Puis, celle que vous voyez à l'écran 1996, Press Pass VIP, signature de Dale Earnhardt Senior, qui est magnifique. Sa signature. Maison. Ouais, puis il reste une chose, les gars de course ont toujours eu des signatures assez magnifiques quand même. En 1997, ça, je te l'ai mis, Guillaume, c'est probablement une des cartes les plus WTF de l'histoire de la carte à collectionner. OK, non, ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. J'avais 12 ans et je rêvais d'avoir cette carte-là. Puis là, j'en ai 39 aujourd'hui et je me suis souvenu en faisant ce topo-là. Je me suis dit, oui, c'est vrai, un jour, ça me prend une Double Burning Rubber de Jeff Gordon. Au devant, on a un morceau de soute. Et au dos de la carte, on a un morceau de pneu, oui, numéroté. Un jour. Mais je pense que c'est rendu plus dur à trouver qu'à payer parce que ces cartes-là sont dans des collections et ne bougent pas énormément. Oui, c'est vraiment un marché de collectionneurs, le NASCAR. Là. Terrible. On voit, puis je vais y arriver bientôt, on voit que là, depuis quelques années, il y a comme des cartes qui sont d'un peu nulle part, de « Oh, lui, va vraiment être hot ». Mais c'est les gens, les collectionneurs qui se passionnent pour un pilote le font en grand. Là. Je pense que la carte WTF que tu me parlais, ça doit être celle-là. Hein? Oui, la carte avec une dent de requin à l'intérieur. Oui, Mike. Oui, Mike. C'est comme si Upper Deck déciderait de faire une carte avec le sel que les gars tantôt, on va le voir. Là. Dans les nouvelles, on va le voir avec Upper Deck qui sort un set non, je parle pas de ce produit-là, là, mais c'est comme si Upper Deck décide de faire un game use salt quelque chose là, avant game. Là, mais là, requin NASCAR, c'est pas trop. Ça, c'est dans le fameux produit Wheels Race Shark. C'est ça. Ça, c'est pas obligatoire dans quelconque collection qui existe. Là, on a passé dans les mémorabilia WTF. En 1998, Upper Deck produit SP Authentique. Et un set qui, on a vu au hockey, qui avait été semi-bien réalisé, qui s'appelait les Traditions, parce qu'il y avait plus ou moins d'endroits sur la carte pour que les joueurs puissent signer. Il y avait une Gretzky Gardéar à l'époque, je me souviens. Ils font la même chose au NASCAR, mais là, le résultat est sucrément beau. Il y a 5 cartes différentes dans la collection. Les 5 sont absolument magnifiques. Celle-là, j'ai toujours eu un petit penchant pour Jeff Gordon, en compagnie de David Pearson. David Pearson, c'est qui? C'est le 2e pilote avec le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de la Cup, là, avec 105 victoires et quand même quelques championnats. Puis tu sais, encore là, un prix plus que raisonnable. Elle n'est pas vendue, là. Non, mais elle est en best offer à 249. Oui. C'est complètement débile. Toute personne qui veut me faire un cadeau, là, ça, c'est... ça peut remplir les cases du cadeau. Avant que tu ailles plus loin, il y en a qui, tu disais, des cartes spéciales tantôt, là. Oui. Il y en a un autre là, que je pense que tu as skippé, puis j'aimerais ça qu'on la montre quand même. Là. Un Heat Gasket. Oui, j'y arrivais. En 1998, Upper Deck se dit, bon, là, on n'est pas obligé de refaire des dents de requin, on va laisser ça aux autres compagnies. C'est une petite subset qui s'appelle les Piece of the Engine, les morceaux de moteur, et c'est un morceau de gasket de tête. C'est quand même... On est là. C'est comme les premiers morceaux. Il essayait. Pas des pneus. Oui.
Ça a un certain charme aussi. On s'entend, le morceau n'est pas magnifique, mais ça fait ce que ça a à faire. Ben, c'est le fun de voir la variété qui est possible d'avoir. Tu peux avoir plein de choses. Là. On en a vu plein là, jusqu'à date. Là. Ben, et c'est une époque, je vais y arriver, mais je dirais que quand Panini a pris le relais il y a quelques années, tout ça est mort. Ah ouais. Panini, c'est des signatures puis des morceaux de pneus. Puis des variantes, sûrement. Puis des variantes. Mais tout ce qui est innovation, tout ce qui est affaire un petit peu bizarre, oubliez ça. En 1999, on a 10 séries. Le nombre de collections baisse tranquillement, pas vite. Mais la qualité semble augmenter, par contre. Oui, absolument. Absolument. Et PressPass a toujours été une compagnie pour les collectionneurs. PressPass, les collections avec 99 cartes de base. Parce que ça rentre dans 11 feuilles de 9. Les sets d'insert avaient 9, 18, 27, 36 ou 45 cartes. Parce que ça rentre dans des feuilles de 9. Tout était pensé pour les collectionneurs. Ouais, puis le service à la clientèle était extraordinaire chez PressPass. En 2000, SP Authentique, c'est la dernière année. C'est la dernière année d'Upper Deck aussi. Puis c'est une année importante parce que c'est aussi l'année recrue de Jimmy Johnson, qui est un des pilotes les plus prolifiques de l'histoire de NASCAR avec ses 7 championnats. Ça, c'est une carte de son année recrue, la Sign of the Times, qui existe numérotée au numéro du pilote, si je ne me trompe pas. Puis, design très iconique, où on a une belle place pour l'autographe. Dans les années qui vont suivre, avec le départ d'Upper Deck, il ne reste que PressPass. Alors, on a 7, 8, 9 séries par année. En 2004, on a la carte recrue de Kyle Busch qui apparaît, qui est quand même quelque chose d'important à l'époque. En 2005, la première apparition de la série PressPass Legends. Ça, messieurs, tout sport confondu, c'est une lignée de produits qui suintait le vintage, qui suintait les légendes. Il n'y avait pas de nom bizarre là-dedans. C'était des anciens pilotes et ou des légendes. Upper Deck aurait beaucoup de leçons à prendre de ces produits-là. C'est dans ces années-là que PressPass a fait des cartes avec des morceaux de chapeau de Richard Petty, chose qui ne s'était jamais fait, parce que Richard Petty a toujours été reconnu pour son chapeau de cowboy. PressPass n'avait acquis un, on a mis 6 autres dedans. En 2008, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en NASCAR, mais on a quelqu'un de chez nous qui apparaît dans les produits. Nul autre que Monsieur Patrick Carpentier. Et cette carte-là est complètement magnifique, avec le drapeau à damier, les belles couleurs. Il y a beaucoup de cartes de Carpentier qui ont été faites en 2008, là, pour des gens qui voudraient s'en procurer. Là, il y a quand même un gros choix. En 2009, les ventes commencent à s'essouffler au NASCAR et PressPass regarde ce qui se fait dans les autres sports et se dit, bon, là, il faudrait s'enlever les doigts du nez. Apparaît un produit qui est quand même controversé auprès des collectionneurs de NASCAR à l'époque, qui s'appelle le PressPass Showcase. C'est un produit de luxe. Chaque carte est numérotée. On a une signature ou un mémorabilia par paquet. Les paquets sont somme toute chers. Ce qu'on voit à l'époque, c'est la première fois que ça se faisait dans le NASCAR. La carte recrue d'un pilote qui contient un morceau numéroté et autographié. Là, pour les gens à l'audio, on voit la carte recrue de Joey Logano qui, depuis plusieurs années, fait la pluie et le beau temps sur les pistes de NASCAR. Mais superbe belle carte et surtout, carte importante là, dans l'histoire du NASCAR. En 2010, on a une folie qui arrive que tout le monde a entendu parler. Et il y a des gens qui ont acheté du NASCAR cette année-là qui n'avaient jamais acheté avant. Elle était bonne, elle était jolie. Madame Danica Patrick qui fait son entrée avec GoDaddy comme commanditaire. Danica Patrick avait couru en Indy juste avant. Il y a eu des quantités de cartes produites de Danica Patrick. C'est absolument, absolument fou, la quantité qui a été produite. Ce que PressPass avait inventé aussi, j'étais sûr que vous alliez vous poser la question, messieurs, le sticker qu'il y a sur l'autographe. Oui. Ça, c'était une double authentification. OK. Parce que le numéro qui était là, dans le fond, la carte était signée et quelqu'un
elle courait pour Hendricks Motorsports. Il y avait un agent d'Hendrick qui mettait un collant sur la signature pour authentifier celle-ci, pour être sûr qu'elle n'avait pas été altérée. OK. Chose qu'on a vu que dans le NASCAR. Là. L'idée est bonne. Par Oui. contre, est-ce que ça fait beau? Non. Ça brise le look de la carte Oh, complètement. non, mais il y a moyen de le mettre en arrière. Tu sais. Absolument. Mais non, ça avait été assez controversé à l'époque. Mais c'est ça, 2010, ben c'est ça, c'est l'année de Danica Patrick. C'est rien d'autre que ça. Les années se suivent et tranquillement, pas vite, on voit que PressPass se dirige de plus en plus vers des produits haut de gamme, avec de plus en plus de morceaux, de plus en plus de signatures. C'est ce que les gens veulent. Essayent d'aller attirer des clientèles des autres sports, mais on est en 2011, on est en 2012. C'est vraiment, mais vraiment pas les années où il se vend le plus de cartes. En 2013, il y a un produit qui apparaît qui s'appelle Total Memorabilia, qui est absolument extraordinaire, où dans chaque paquet, on a un memorabilia, on a souvent 2, 3, 4, 5 morceaux différents sur la même carte du même pilote. Et en 2014, là, on sent que la fin arrive chez PressPass. Il y a seulement 5 produits qui sont faits, mais il y a un produit qui sort qui s'appelle 5 Star. Et là, on sent que c'est comme, on va dire, le testament de PressPass. PressPass avait annoncé ça comme étant le produit de luxe suprême. Puis encore là, on est en 2014. Il faudrait que je fasse des recherches. Quand est-ce qu'ils sont nés, les bouclettes, mais... Ben, 2014. Ben oui, en 2000, tu avais Crown Royal au hockey qui en avait. Tu avais Panini National Treasures au hockey aussi, je me souviens de ça, de Nathan McKinnon. Il y a eu Panini Playbook aussi. Là. Ouais. Panini Playbook, oui, c'est ça. Excuse-moi, tu as raison, c'est Panini Playbook que je voulais dire. Et pour les gens qui sont à l'audio, ben, c'est un booklet autographié de Marcos Ambrose. Marcos Ambrose, pour toute personne qui a ouvert du NASCAR dans ces années-là, si tu ouvrais pour faire de l'argent, c'est lui que tu voulais pogner parce que Ambrose est une légende en Australie et toutes les grosses cartes de lui se vendaient des prix de fou. Ouais, vraiment belle, cette carte-là, avec la patch. Là. La patch entière de Richard Petty Motorsports. Vraiment, vraiment quelque chose. Puis, moi, ce qui me frappe, c'est que tu regardes le prix encore, 225 US ou Best Offer, avec un morceau de patch qui est complètement hallucinant. Oh oui, 1 de 1. Ouais. Mais, 1 de 1, c'est ça. C'est débile. Ça. Et en 2015, PressPass sort un seul produit qui s'appelle Cup Chase, qui est un produit archi-basique. Et la compagnie, peu de temps après, annonce la faillite. Et on va appeler ça une faillite sauvage. Là. Ça ferme, claque. Si vous avez des Redemption, oubliez ça. Vous ne l'aurez jamais. Oh oui, il y a des gens qui ont perdu d'énormes cartes, qui est en attente de cartes de PressPass qu'ils n'ont jamais reçues, qu'ils ne recevront jamais. On sait plus ou moins ce qui s'est passé avec ce qui restait de chez PressPass, que ce soit les mémorabilia, les signatures, les cartes ou quoi que ce soit. On sait plus ou moins. Ce qui a fait en sorte qu'en 2015, il n'y a presque pas eu de carte de NASCAR. Et ça a pris un petit bout de temps en 2016 pour que Panini dise bon, ben, on a signé une entente avec NASCAR. Et ça a été absolument tragique pour le marché de la collection parce que peu importe le marché, peu importe le sport, si tu es 1 an sans avoir de carte de ton sport, ben, les collectionneurs vont juste s'en aller. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'en 2016, ben, Panini prend le relais. Tu sais, Panini, depuis 2016, a toujours produit entre 4 ou 5 collections par année, sans plus. C'est des beaux produits, c'est des produits qui ne font pas l'unanimité parce qu'il y a énormément de parallèles et clientèle NASCAR, c'est des collectionneurs. Fait que oui, il y a de la qualité, oui, il y a des belles cartes et tout, mais on n'a plus ce qu'on avait à l'époque de PressPass avec des morceaux de métal, de voitures, des morceaux de n'importe quoi. Il y en a plus ou moins énormément de signatures sur collant. Beaucoup de Redemption aussi. C'est facile de dire que l'âge d'or est passé, mais là, on est plus ou moins dans l'âge d'or dans NASCAR, mais ça reste encore des produits, somme toute, abordables avec des cartes intéressantes. Puis un des derniers liens que je t'ai mis, Guillaume. Yes, le dernier, en fait, que j'ai, le 2020.
qui dit Panini dit National Treasure. Et moi, je suis toujours en face, c'est le seul National Treasure qui est achetable. Pensez pas au basket, pensez pas au football, oubliez ça, trop cher. Le NASCAR, il y a des années que ça se vendait 500 une boîte de National Treasure, ce qui était assez abordable. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est les deux cartes, de fond, 1 de 2 et 2 de 2 de Carl Edwards, booklet, avec signature, et la patch de sa signature est coupée en deux. Ça a un certain charme. Oui. Ça, c'est le genre de carte que Panini est capable de faire, mais je vous dirais que c'est le genre de carte que Panini ne fait pas assez souvent, malheureusement. Fait que c'est pas mal ça, mais c'est ce qui résume un peu le monde de la collection de ce sport. Peut-être en terminant, il y en a ça, c'est la carte qu'on vient de montrer, c'était Panini National Treasure, sortie en 2020. Oui. Là, on est maintenant rendu en 2026. Oui. Les cartes de NASCAR en 2026, c'est qui a les licences? C'est encore Panini. C'est encore Panini, je dirais. C'est une des dernières choses qui reste chez Panini. Le National Treasure n'a pas sorti à toutes les années depuis 2016, mais tu vois, depuis 2020, il y en a un à chaque année. Là, cette année, à date, on a Don Ross qui est sorti, qui est vraiment le produit d'entrée de gamme le plus intéressant, je pense, tout sport confondu. Là. C'est quand même c'est 120 $ la boîte plus taxes pour 3 mémorabilia. On a une signature plus 2 morceaux. On a beaucoup de numérotés. C'est sûr que si on va faire un set, là, c'est pas évident, mais pour ouvrir, c'est pas mal le fun. Et l'an passé, Panini avait amené un produit qui s'appelait Turn 4, qui, selon plusieurs, a pas mal été dans le top 3 des meilleurs produits tout sport confondu l'an passé. Par beauté de carte, par prix, par choses qu'on pouvait trouver. C'était assez intéressant. Puis le prochain produit chez Panini sera le Select qui va sortir, je ne me trompe pas, à la fin juin. Alors, il va aussi avoir le Prism qui va sortir et le National Treasure d'ici la fin de la saison. C'est ce qui est le fun de NASCAR. La saison, c'est de février à novembre. Fait que, ça laisse pas un gros lousse. Fait que c'est ce qui fait le tour, messieurs, de ce très bref topo sur le monde du NASCAR. Et topo, il va me coûter cher parce que je suis... Ouais, ça t'a refait revisiter certaines cartes. T'en penses? Oh! Écoute, ça, c'est un morceau de Seat Cover de Jeff Gordon. Je me souviens pas de ça. Ouais. Tu vois, ça, c'est un set de SPX 96. Ah, il était tellement belle, ces SPX-là, man. C'est ça. Fait qu'on recommence à chercher des petites choses qu'on avait arrêté de chercher sur eBay. Je te confirme que j'en ai watché une coupe sur eBay. Oh mon salaud! Game on! Yes, sir! Eh ben, un gros merci, Yanakis, pour ce topo-là. Plus que plaisir. Ben oui, c'est vraiment cool de visiter ça. Fait que, à quand le prochain? Je sais pas, ça pourrait être quoi la prochaine chose qu'on pourrait revisiter? Tennis. Honnêtement, tennis, je pense, la prochaine, parce qu'on rentre dans le... Ah, ben c'est une bonne idée, tennis. Ben, on rentre dans la grosse portion d'été. La saison des grands chelems et tout. Ça va me faire travailler pour de vrai, parce que je connais pas bien ça. Puis je te dirais même, Guillaume, après le show, je vais prendre quelques photos, si tu veux mettre ça sur la page Facebook, de quelques pièces là, un petit peu particulières que j'ai dans les cartes de NASCAR. Ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Puis parlant de choses envoyées, t'avais-tu mis sur la page Facebook la photo que je t'ai envoyée cet après-midi pour nos auditeurs? Non. Non. Tu mettras ça quand tu auras une seconde, mais... Non, mais juste la feuille que je t'ai envoyée. Oh, OK, oui, pour mettre l'eau à la bouche. Oh oui, tu mettras ça. En fait, regarde, on va le dire, c'est le Junk Wax numéro 2 est en préparation, puis Yanakis m'a envoyé une photo. Comme à l'habitude, il était assis dans un café à quelque part en train de biffer des notes dans son cahier. Donc, très prochainement, on enregistre, c'est en préparation et ça va arriver, d'après moi, plus tôt que tard, d'ici la fin du mois, idéalement. Oui, je le veux. Hey, les boys, je vais renchérir tout de suite avec les nouvelles de la semaine. On va y aller quand même assez rapidement. Dans un premier temps,
chez PSA, on a fait on l'a mentionné la semaine passée. D'ailleurs, l'épisode de la semaine passée, on avait reçu Dan Canville de Choose Your Grading qui était venu discuter des nouveaux délais de PSA. S'en est suivi durant la semaine d'une annonce que PSA mettait en pause certains de leurs services. On a sauté sur l'occasion puis on a enregistré un mini-épisode spécial la semaine passée, jeudi, qu'on a mis sur toutes les plateformes depuis. D'ailleurs, merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode spécial autant que l'épisode avec Dan Canville. Simplement pour mentionner que sans dédoubler l'information, si vous voulez avoir toute l'information relative à la pause de PSA, puis qu'est-ce qui en découle, puis qu'est-ce que ça peut amener, puis des fois des alternatives qu'on peut avoir, je vous invite à aller sur toutes nos plateformes pour aller écouter l'épisode spécial Breaking News, réaction à chaud de la pause de PSA. Vous allez avoir toute l'information. D'ailleurs, j'ai vu apparaître aujourd'hui même certains petits vidéos reels que Choose Your Grading ont décidé de poster sur leur réseau du passage de Dan. Puis il me dit qu'il y en avait plusieurs de près qui allaient poster dans les prochains jours. Donc, on devrait voir ça apparaître dans les prochains jours avec de l'information très pertinente. Puis peut-être que je vais renchérir tout de suite avec ça. On a vu les chiffres de grading sortir Oui, mon homme. pour le mois de mai. Et C'est- je vous présente ça à l'instant même. C'est assez faramineux. On peut comprendre maintenant pourquoi PSA est parti dans un hiatus pour le bulk. Parce que PSA, tout ce qui est non-sport, TCG et sport, a gradé 2,07 millions de cartes. Puis ça, c'est quand même une baisse de 7% comparé au mois d'avril, mais il est quand même en 25% de hausse year-to-date. CGC ont gradé 641 000 cartes. Beckett avec une surprenante augmentation à 145 000 cartes. Mais il faut faire attention parce que sur les 145 000 cartes, il y a 100 000 cartes ou 101 000 cartes qui sont des TCG. Oui. Donc 44 000 cartes qui sont du sport. Tag aussi, qui a quand même connu une belle hausse de 40% year-to-date, 8% au niveau du mois d'avril. Et SGC qui est en décrépitude pour le mois de mai. On parle de moins 4% comparé au mois d'avril, mais moins 67% dans l'année 2026 présentement. Une Ça chose reste que, ben, juste te dire, tu sais, ça reste que c'est vraiment moins que les autres. Là, quand on voit les chiffres, mettons, de Beckett. Mais tu sais, quand on a reçu Dan, puis je parlais que je trouvais mon feeling qu'on voyait de plus en plus, autant sur les groupes Facebook, au show, dans les tables, tout ça, qu'on voyait un peu plus de Beckett ressortir. Je trouve que la tendance est représentée un peu dans les chiffres qu'on voit là, parce que tu vois quand même, tu sais, dans les derniers mois ou les mois qui suivent, la tendance, bon, on voit que PSA et CGC ont des baisses de 7%, tandis que Beckett, bien que ce soit vraiment inférieur en termes de volume, ont une augmentation de 49%. Donc, si ça se maintient sur une couple de mois, ou déjà c'est de quoi qui est observé, ben c'est peut-être de quoi que les gens vont se retourner éventuellement un peu, malgré les frais douaniers là, que parlait Dan. Mais il y a beaucoup de TCG là-dedans. Là. Le monde, il cherche la Black Oui. Label au bout. Là, fait que... Effectivement, il y a beaucoup de TCG, mais quand même, ça reste que c'est encourageant pour Beckett quand même de voir ça, de voir que leur chiffre augmente. Tu sais, dans PSA aussi, sur 2,7 millions, on parle quand même de 1,44 millions de cartes TCG versus 625 000 pour le sport. Donc, on le voit, là, le TCG est roi et maître dans le grading. C'est eux qui monopolisent quasiment les services puis qui font qu'on se retrouve avec une pause du côté de PSA et de Tag présentement, malheureusement. Ouais, puis Tag, je veux dire, je comprends pas, là, parce que tu grades 52 000 cartes par mois. Là, fait que... La machine, ça va trop vite pour la machine. je la comprends pas, mais tu sais, on peut un peu comprendre le pourquoi du hiatus de PSA présentement. Ce qui me surprend, c'est que tu as 2000 cartes SGC dans le TCG. J'ai honnêtement jamais vu une carte gradée sur les groupes par SGC, une carte de Pokémon, C'est peu vrai. importe, de One Piece. Fait que je suis surpris de voir cette chose-là. Est-ce que c'est
c'est quelque chose que, étant donné que PSA est fermé, les gens du TCG vont se dire, oh, on va. Les quick flippers là, vont se dire, oh, on va essayer de transférer ça ailleurs. Je, je pense encore que Beckett, c'est vraiment majoritairement aux États-Unis, ce qui a été gradé. Là. Mais je pense pas que c'est au Canada. Mais c'est le fun de voir. Écoute, avec leur nouveau slab, vous n'avez parlé là, 2 épisodes, Ouais. avec l'épisode de Philippe Laprise. Puis oui, leur nouveau slab, moi, je trouve ça très, très attrayant. Ouais, c'est cool. J'ai toujours adoré les slabs PSA, les slabs Beckett, pardon, où est-ce que ça stack comme une brique, puis c'est vraiment, je trouve vraiment ça le fun. Mais non, de voir ça, ça reflète vraiment ce que PSA fait présentement. 2,07 millions de cartes que tu grades en un mois. C'est de l'ouvrage pour C'est de ton l'ouvrage mondial. certain. Ça fait du plastique au pied carré. Ouh. Sacrifice. L'enfer. Je sais pas comment que je voudrais être, hein? Soit sur le grading ou sur l'assemblage. Rendu là, j'aime mieux sur l'assemblage. Parce que quand tu es rendu à ta 100e 1000 cartes dans ton mois, Ouais. tu te dis, oh, sans que les yeux deviennent cross-side, c'est pas long. Là, Je te confirme, Mike, pour avoir fait ça pendant le COVID, moi, très bref parenthèse, j'ai eu le privilège de ne pas manquer une journée d'ouvrage pendant le COVID. Puis il y a des journées, il y a des semaines que je ne faisais que grader de la carte. VG, VGX, pour Nearmint X. Tu prends une pile, mettons, d'OPG 111-72, là, puis carte par carte. Je te confirme, maintenant, là, tu whippes les coins. Là. C'est. T'arrives chez vous, tu dis, ben oui. je suis brûlé. Ah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai gradé de la carte. Hein? C'est pas forçant. Non. Regarde, Ouais. c'est l'hamster qui est fatigué. Là. C'est l'hamster qui a mal à la tête. Hey boys, autre nouvelle. On parlait de cartes WTF What the fuck pour Oh les my intimes God. tantôt. On a vu Upper Deck qui ont sorti un set. Je ne sais pas comment qualifier ce set-là. On a vu ça apparaître Là, sur les réseaux sociaux. Là, allez-vous parler du set des Mio, vous autres, là? Upper Deck Hey, Fill-In Collection. Mais là, pourquoi tout ce hate? Ben non, mais OK. Pourquoi le je contraire d'abord? Je vais vais te te poser poser- l'autre question. Je vais te poser une autre question au lieu du Oui. hate. Pourquoi avoir créé ça? Ça sort de où, cette idée-là? Ben, premièrement, ça prend quelle licence pour faire ça? Aucune. Deuxièmement, est-ce que c'est un produit qui va passer date? Jamais. Troisièmement, c'est un produit qui coûte quoi à faire? À rien. Quatrièmement, c'est un produit, c'est de 4 à 104. OK. Puis continue. Parce que là, il y a de quoi de primordial que tu n'as toujours pas Je mentionné. cherche encore le pourquoi, À c'est le qui fun. s'adresse ce Ben, set-là? qui s'adresse. Oui. Hey, le jour qu'on annonçait ça, je te confirme, moi, j'ai des collègues au magasin qui n'ont jamais acheté de carte de leur vie puis qui ont fait comme OK, c'est sûr, je vais acheter des paquets de ça. Ben voyons. C'est sûr. Ben oui, voyons, des cartes de chat. Moi, j'ai du monde autour de moi là, qui tripe chat, 4-5 chats chez eux, tout ça, puis qui collectionne un peu les cartes ou qui commence dans les cartes. J'ai montré ça. J'ai envoyé le screenshot juste parce que je me suis dit, hey, enfin, une série pour toi. Puis tout le monde était comme, what the fuck, c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est ça? Fait que je me suis dit, si eux qui trippent chat, vraiment, puis qui. C'est un produit, là, selon moi, c'était le public cible sans bon sens, qui disent non, je ne penserais pas. Je me suis dit, OK, ben, c'est à qui que ça s'adresse? J'ai aucune idée. Puis on parlait de choses spéciales. On va-tu voir des cartes avec des bouts de poils? Non, il n'y en a pas. Des photographes. Des photographes. Ça serait hot. Bon. Ça serait très cool. Les légendes, Garfield, puis Félix Plechat. Mais j'ai eu littéralement la même réaction, puis j'ai montré ça à ma femme qui tripe beaucoup sur les chats, mais qui s'en crisse bien raide des cartes. Là. La première affaire qu'elle a dit, c'est « Ah, le beau Timinou! » Ben pourquoi ils ont fait des cartes? I don't know. Tu sais, bon. je veux dire, Upper Deck, c'était-tu vraiment un set nécessaire pour augmenter leur popularité? Ouais, mais on est. J'essaie de voir qui tu vas. Mais j'essaie de voir qui tu vas atteindre. Je comprends comme ton point de vue, client. ouais. Mais on est à une époque où il y a des cartes d'absolument tout. Dis-toi une chose, s'ils ont fait ça, c'est sûr qu'ils ont fait une étude de marché avant, puis on dit check bien ça. C'est sûr et certain que. Non, je vous le dis, messieurs,
je pense que vous allez rester surpris. Oui. Ben, j'ai hâte que ça sorte, que tu nous en reparles parce qu'on va peut-être même inviter quelqu'un qui est fan. Ça serait bien. Ben, je te confirme que j'aurais pas le choix de ramener quelques blasters à la maison. Ça, c'est pas sûr. Okay, c'est pas sûr, c'est bien sûr. Tu sais, tu as la version de Cup qui est Lion pour le hockey. Ça va être quoi pour les chats de Litter? C'est pas. J'ai hâte de voir si c'est pas, tu sais, on ouvre une boîte de Pandore puis que là, ils se mettent à faire plein d'affaires. Parce que là, pourquoi il y aurait les chats, il n'y aurait pas les chiens? Pourquoi il y aurait ça puis il n'y aurait pas les animaux de la ferme? Pourquoi il y aurait ça puis il n'y aurait pas... Fait que là, un moment donné, là... La collection spéciale Tekel. Oh boy. Hey! OK, si ça, ils sortent ça, Mike, je te le jure, je vire fou. OK, regarde, on passe à une autre nouvelle. Hey, les boys, il y a 2 grosses cartes qui ont sorti dans la dernière semaine. En commençant avec, puis là, excusez-moi, l'image, la photo, ça se peut qu'elle ne soit pas top-notch à l'écran. Ah, elle n'est pas super. Mais on a vu la One of One Golden Treasure Rookie de Schaefer dans OPC Platinum, qui était sans doute un des gros chase, sinon pas le gros chase de la série, sortir en break. Incroyable carte. Donc, sachez que si vous achetez des boîtes et vous essayez de la pogner, elle est sortie. Les boîtes à prix faramineux, on s'entend? Oui, boîtes à prix faramineux. Et pour ceux qui en ont ouvert, je serais curieux de savoir c'était quoi vos signatures que vous avez eues dans vos boîtes. J'ai vu 3 boîtes ouvrir au magasin, puis je veux te confirmer que les autographes, c'était... J'ai vu beaucoup de déceptions. Ouais, beaucoup. Pour le prix de la boîte, c'est ça qui arrive. Il y a des nouvelles inserts qui sont super belles. Là. Pour vrai, là. J'ai pas le mot en tête. Là. J'en ai parlé dans un épisode. Là. C'est vraiment un bel insert qui a un certain prix, mais au niveau autographe, là. C'est parce que si tu n'as pas. Ben, pratiquement toutes les boîtes, les autographes sont décevantes. Là, si ton autographe est décevante, tu t'en remets aux cartes numérotées. Puis il y a plusieurs boîtes que les numérotés, c'est comme. En tout cas, je ne sais pas si c'est la manière que les boîtes qui ont été montées. Mais moi, ce que j'ai vu autant en break autour de moi, les boîtes étaient très, très, très décevantes pour le prix. Par contre, si vous avez la chance et vous voulez tester le produit, si vous allez au magasin et vous achetez un loose pack, des fois, ça peut vous sourire. T'as une chance sur 12 de prendre l'autographe. Un de nos auditeurs qui m'a écrit qu'il a ouvert un loose pack puis il a pogné une Connor McDavid sur 10. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la variation. C'est pas, Green Surge ou quelque chose de même? Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais sur 10. Puis l'a mis sur eBay, vendu $600. Ouais, fait que ça, c'était un pack loose. Fait que des fois, tu sais, c'est le fun, tenter sa chance, voir qu'est-ce que le produit a l'air, parce qu'on le sait, là, Platinum ont eu énormément de difficultés avec le centering dans les dernières années. C'est replacé d'année en année quand même, mais c'est tout le temps le fun de pouvoir voir le produit. Parce que moi, je connais quelqu'un qui achetait, il a ouvert sa première boîte à vie de Platinum et toutes les cartes sont dignes d'être envoyées à Upper Deck parce qu'ils sont toutes vraiment off-center. À un point tel que ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, par exemple, les boîtes qui ont été ouvertes au magasin, pour vrai, la qualité était vraiment top-notch, par exemple. Cool. Ça, on va se le dire, sont vraiment sharp. Puis, en tout cas, de ce que j'ai vu, les boîtes sont atroces. Là. De ce qui a été ouvert pour ce que tu payes, là, c'est ridicule. Mais les boîtes, en termes de qualité, en tout cas, les 3 qui ont été ouvertes sur place, moi, j'ai rien à dire sur la qualité. Tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'elles ne sont pas toutes comme ça, mais sachez-le que si vous arrivez et vous achetez une boîte scellée, ça se peut que vous ayez une certaine déception. Parce que ce gars-là, justement, à sa première boîte qui ouvre, pogner des cartes de même, tu es obligé de faire un claim à Upper Deck. C'est un petit peu ordinaire, surtout au prix de la boîte. Du débutant. Non. Puis je te dis pas c'est quoi, c'est aucune numérotée en bas de 100. Puis la signature, c'était Drew McIntyre. Non, ça n'a pas rapport, là. Un lutteur? Non, regarde.
Ça se peut que j'aille inventé le nom, mais c'était comme c'était pas de quoi de notable que tu dis, bon, Bob ça vaut la Patate, peine là. que je m'en souvienne. Autre carte notable, incroyable Chase qui a sorti aussi cette semaine. On en avait déjà parlé sur le pod. C'était la rédemption pour la Mickey Mantle gradée qui se trouvait dans le produit. C'était dans quel produit? 2026 Tops Flagship Series. Ouais. Donc, il y avait la chance d'avoir la rédemption pour avoir cette carte-là et elle est sortie. Donc, encore là, le plus gros ou un des plus gros chase du produit. La question que tout le monde se pose, C'est le grade, hein? le grade. Quel sera le grade de cette carte-là? Comment tu peux vendre la carte là sans savoir le grade? Puis ça se peut que ça soit juste authentique, tu sais, je veux dire. Oh oui, ça se peut que ce soit un crachoir, là. Que Fanatics aille racheter, il ne faudrait pas se surprendre. Là. C'est drôle qu'il l'ait comme pas précisé. Tu sais, tant qu'à ce que mentionner qu'il est gradé, ben donne plus d'informations. Tant qu'à ça, tu dois le savoir. Ouais. Là, tu sais, ils sont Surtout pas pour la comme personne oh, qui il y a veut vendre quelqu'un la qui vient de la rédemption. pogner, on va aller l'acheter, la carte. Tu sais. Ouais. Ils l'ont. Ou bien, ça se peut-tu, on dit n'importe quoi, là, ou ils sont peut-être pas assez bright pour ça, mais ça se peut-tu que Fanatics s'est dit, quand elle va se vendre, le prix que la personne a payé, ben on va trouver une mantle dans ce range-là. Ça se peut-tu? Parce qu'on s'entend, c'est pas rare, le mantle. Bon, mais je trouve ça quand même weird, là, tu sais. Possible, mais tu sais, c'est une hypothèse que je lance comme ça. Ouais. Mais il fait juste acheter un mantle au lieu d'acheter la rédemption. Tu sais, je veux dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent hey, j'ai hâte d'avoir c'est quoi le grade et tout et tout. Ce sera pas 10, là, ce ne sera pas 9, ce ne sera pas 8, ce ne sera pas 7, ce sera pas 6. Non. Tu sais, parce qu'on s'entend déjà. Et ça disait-tu gradé par quelle compagnie? Non. On s'entend, ça va être payé ça, là. Ça sera pas. Ça peut être Red quelque chose, là? Comment? Ça peut être Red quelque Rocket. chose? Ouais. Ouais, pense pas. Red Rocket Pen, c'est dernière nouvelle, messieurs, en marge de la sortie de Extended qui sort demain, on a nos amis de chez Savage qui ont une offre spéciale de consignation. Ils paient 100% de vos ventes si vous avez une des one-of-one début auto-patch. 95% pour les débuts Game Jersey Auto numérotés sur le numéro du joueur et 90% pour les débuts Game Jersey disponibles dans le produit. C'est des retours qui sont vraiment intéressants pour inciter les gens à envoyer leur carte en consignation. D'ailleurs, on vous le mentionne, on vous souhaite en fait des beaux hits si vous ouvrez demain du Extended. Je fais partie de ces gens et je suis quand même excité. Peut-être qu'on pourra en parler un peu plus en détail la semaine prochaine, un coup que le produit va être sorti. Mais la semaine passée, qu'on a parlé du produit, puis un peu comme fait le tour, on n'a pas trop rentré dans les détails, mais il y a plusieurs nouveautés disponibles dans le produit. Puis on a vu apparaître des bounties intéressants sur les cartes de base Four Nations. Outburst Gold. Ah, ben là, c'est sûr. Ouais, il y a parce que vraiment là, marché pour les Outburst Gold. On se souvient dans Extended, il y avait des cartes de base des All-Stars depuis plusieurs années. Là, les cartes de base All-Stars sont remplacées par les cartes de base Four Nations. Et avec les variantes Outburst Silver, Red, Gold, ben là, on va se retrouver avec des chases vraiment intéressants du côté de McDavid avec le Canada, Crosby avec le Canada, les frères Tkachuk avec les États-Unis, Jack Eichel avec les États-Unis aussi qui va être intéressant. Puis là, il y a des gens qui les cherchent puis qui s'affichent un peu partout sur les groupes pour essayer de les avoir. En plus de ça, il y en a qui s'avaient mentionné, dans les canevas, on va avoir des Retired Stars, on va avoir aussi du Four Nations là-dedans. En plus des nouvelles inserts, il y a des nouvelles inserts de gardiens plus rares aussi. C'est le plus gros produit Extended qu'ils ont jamais fait. Il semblerait, oui. Puis même la qualité de la checklist, c'est le plus beau produit de l'année.
Je veux dire, outre Demidov et Schaefer, tu as quand même Beckett-Senecki, tu as quand même Jacob Fowler, tu as la canva de Schaefer là-dedans, tu as la canva d'Easton Cowan, tu as la canva de Beckett-Senecki, tu as du stock là-dedans, tu as les acétates qui s'y retrouvent toutes, tu as probablement la meilleure idée d'Upper Deck dans les dernières années avec les debut patch, puis les debut patch auto. C'est un produit, là, honnêtement, puis ça, c'est une opinion pure et simple, là. Mais avoir le prix de la série 2 commence à monter rapidement, là. Allez vous procurer des boîtes au départ si vous êtes capable d'en Ouais. avoir parce que j'ai l'impression que c'est une boîte qui peut se retrouver facilement à 350$ fin Ben, du mois de juin. c'est pas compliqué, là. Tant que les 1 de 1 ne sortent pas, watch out. Parce que présentement, c'est pas compliqué, là. Aux États-Unis, en pré-vente, les boîtes sont à 250$ chez plusieurs détaillants. Ouais. Là. US. Puis 250 US money, s'il vous plaît. Là, Ah, ouais. ouais. Oui. Fait que, il y a peut-être encore des gens là, qui affichent à 160, 170$. Là. Je dis ça de même. Là. S'il y en a encore, sautez dessus parce que c'est ça. C'est comme aussi rare que de voir un gars qui mange un Wendy's avec une bouteille d'eau. Là. C'est très rare. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça va emmener aussi dans les prochaines séries qui vont voir le jour? Tu sais, on peut parler de Ultimate premier de Cup. On va voir les Shields de ces jerseys-là. On va voir les Shields des débuts de jersey. On va avoir des très grosses patchs qui vont sortir dans ces produits-là parce qu'ils vont en mettre dans d'autres produits éventuellement. Donc, ça va amener ça dans les prochains produits. Encore là, des beaux chases qui vont venir, ma foi, bien garnir les autres produits à sortir éventuellement chez Upper Deck. Les boys, ça serait tout pour les nouvelles. On irait avec les commanditaires. Avant d'aller plus loin, on veut prendre un moment pour remercier nos incroyables commanditaires sans qui tout ça ne serait simplement pas possible. Un gros merci à Stack, Zone Collection, Choose Your Grading, Evo Retro, Consignation Savage, TheCards.shop, La Foire aux cartes, Bango Pack et Mintora pour leur générosité constante envers la communauté de show de cartes. Et justement, si vous voulez profiter de tout ce que ces partenaires ont à offrir, la meilleure façon de nous encourager et de vous gâter en même temps, c'est de devenir membre Patreon payant. Pour aussi peu que 5$ US par mois, vous avez accès à une tonne d'avantages, des crédits, des rabais et surtout des tirages mensuels complètement fous. D'ailleurs, il vous reste une semaine pour réclamer vos prix du tirage du mois de mai. La semaine prochaine, quand on va enregistrer l'épisode 214, on va faire le tirage du mois du mois de mai, mais en juin. Il va être fait la semaine prochaine. Comme membre Patreon, vous obtenez notamment 15$ de crédit break par mois chez Zone Collection, 10% de rabais en tout temps chez Evo Retro avec le code promo SHOW10, 50% de rabais sur les frais de traitement chez TheCards.shop, 15% de rabais en tout temps chez Bango Pack avec le code promo BANGO15 et bien sûr, l'accès au tirage mensuel réservé aux membres Patreon payants. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez gagner dans ce tirage mensuel-là? Il y a 2 certificats cadeaux de 100$ chez Stack. Il y a une boîte Hobby Mystère et 4 certificats cadeaux de 25$ chez Zone Collection. 3 cartes cadeaux de 50$ chez Choose Your Grading. 4 slab binders d'une valeur de 25$ chez Evo Retro. 10 certificats cadeaux de 20$, consignation Savage. Chez Savage. On a 4 crédits de 25$ à dépenser librement sur la plateforme de TheCards.shop. La Foire aux cartes qui offre une valise Evo Retro show de cartes d'une valeur de 100$ et Mintora qui offre un abonnement annuel à leur plateforme valide pour 1 an d'une valeur de 69,99$ plus taxes. Petit rappel important, comme j'ai dit, vous avez jusqu'au prochain tirage pour vous manifester, pour réclamer votre prix. Il faut évidemment être membre Patreon payant pour profiter de tous les avantages. Encore une fois, un énorme merci à nos partenaires pour leur générosité et à vous, la communauté, pour le soutien. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook, nos vidéos sur notre nouvelle page YouTube et nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Mais le support ultime, vous l'aurez compris, c'est de devenir membre Patreon payant pour aussi peu que 5$ US par mois. Vous obtenez un retour sur votre investissement qui est très intéressant. Yanakis, les sorties de la semaine. Sorties de la semaine qui sont une présentation d'Evo Retro et leurs produits de la semaine. Et cette semaine, c'est les Magnetic
protecteurs magnétiques. Mhm. Et ces protecteurs magnétiques-là, Case Evo-Retro pour des cartes gradées PSA et Beckett, disponibles en différentes épaisseurs, aimants solides, protection anti-choc, anti-rayures et anti-UV. Parfait pour transporter ou exposer vos cartes gradées en toute sécurité. Disponible sur evoretro.ca et dans toutes les bonnes boutiques. Vous n'avez qu'à le demander. Cette semaine, Yanakis, les sorties. Il y a du stock. Cette semaine, on va commencer par le hockey. Oui, on a Upper Deck Extended. On a aussi Upper Deck Ligue américaine qui sort en même temps. J'aime à quel point Upper Deck sort un produit qui intéresse pas beaucoup de monde en même temps qu'un produit qui intéresse tout le monde. Ça aurait été quoi de sortir Upper Deck AHL dans une semaine où il n'y avait rien? En même temps que les minous, mettons. Là, et de mauvaise foi. Sinon, on a Leaf Metal Hockey qui sort cette semaine aussi. Produit qui tombera malheureusement dans l'oubli. Sinon, on a Star Wars Masterwork. On a Top Chrome Cosmic WWE. Cha-ching! Sinon, pour toi, Mike, on a Pokémon Lumiose City Minitin et Pokémon Mega Evolution Chaos Rising Battle Deck et des Championship Deck de Pokémon. C'est le genre de set qu'il faut qu'on mette notre saut de football pour aller s'en procurer chez Costco? Ou aucune idée. Je vais être franc, aucune idée. Mais je pense que le Chaos, Rising Chaos ou Chaos Rising, je ne sais pas trop. Je pense que ça va être un bon set. OK. Et sinon, produit archi attendu, le Top Chrome Platinum Anniversary Baseball. Produit qui... c'est un genre de produit rétro, chrome avec le design de 1955. Et sinon, qui dit mois de juin dit football. Tops qui nous vomit. Tops Signature Class Football cette semaine. C'est ça. Avez-vous vu les prix des boîtes pour ça? I try not to look at... je dirais pas le mot, là, mais c'est ça. Ne regarde pas, ça vaut pas la peine. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand même, Sports Card Nonsense t'a dit, là, c'est complètement rendu ridicule. C'est parce que c'est complètement rendu ridicule. Oui, mais le monde va en acheter pareil. Puis les breaks vont être pleins. Puis, c'est ça le pire. C'est ça. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Effectivement. On a-tu des questions? On a des questions. Puis ils sont prêts en plus. Ils sont déjà là. Good. Avant que tu embarques sur les questions, on a reçu sur ton post ce matin, Mike, il y en avait une que j'avais notée, reçue la semaine passée, de Steve Massé. Oui, salut j'en les ai boys. une sur Patreon aussi à vous présenter. Parfait. Salut les boys. Avez-vous remarqué que les boîtes semblent plus chères aux États-Unis? Exemple, chez Dave & Adam, les prix sont souvent beaucoup plus élevés qu'ici. Même aux enchères, les boîtes finissent plus chères chez les consignataires américains. Est-ce vraiment le cas pour Upper Deck au USC? Si oui, pourquoi? Merci les gars, vous êtes toujours mon podcast numéro 1. Merci à toi, Thank Steve. you, mon ami. Thank you. Mais oui, je pense que même pour Upper Deck, tu regardes le prix tu vois sur le site de Dave & Adams aux États-Unis, puis les prix sont plus chers qu'ici au Québec. Là. Je ne sais pas pourquoi. Puis je me suis posé la question plusieurs fois cette semaine parce que les gens regardaient les prix d'Extended, t'es comme 250$ US. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a moins. C'est peut-être l'aspect rareté. On est. Je pense qu'on est comme encore dans un temps qu'il y a moins de hockey aux États-Unis. Il y a moins de boîtes qui restent là. Je suis obligé de vous dire que ça va changer dans les prochaines semaines, prochains mois. Là. Ou ils misent sur le fait que les Américains pensent qu'il y a des frais de douane qui vont rentrer aux États-Unis, puis de ne pas acheter canadien, puis acheter aux États-Unis. Là, je ne vois pas d'autre logique. T'as peu. Anyway, un détaillant canadien ne peut vendre à quelqu'un aux États-Unis. Quand tu es un Air. Mais je veux dire, si moi j'achète une boîte chez vous, je peux la vendre aux States? Là? Oui, toi, oui. Mais si toi, tu es à Portland, Maine, puis tu peux pas acheter à l'imaginaire, mettons. Non. Tu peux l'acheter. Moi, je n'ai pas le droit de t'expédier la boîte. Pour une durée de 6 mois et vice-versa. Tu ne peux pas acheter un produit Upper Deck chez Dave & Adams. Mais tu sais, moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que Dave & Adams, c'est un gros dans le marché. C'est un gros joueur. Ouais.
Donc, il devrait avoir normalement des allocations qui ont du sens malgré le fait qu'il est aux États-Unis pour ce qui est avec Upper Deck. Puis, on mentionne tout le temps que le prix des boîtes, c'est pas les détaillants qui se graissent c'est pas les magasins qui se graissent la patte. On a entendu ça sur plusieurs plateformes dans les dernières années avec la sortie de Bédard notamment. Puis là, on voit une différence de braquette de prix assez importante entre ici, ce qu'on a pu voir avec les préventes en partant, le prix que ça va être à la sortie versus eux, le prix qu'ils mettent en prévente présentement. La différence est énorme. En plus de la différence de la monnaie, j'ai de la misère à m'expliquer vraiment comment que ça peut être possible. C'est quoi qui explique cela, autre que le fait que quelqu'un qui se met de l'argent dans les poches, puis c'est visiblement pas le distributeur dans cette histoire-là. Là. Non. Ben, sincèrement, je ne sais pas. Mais il y a peut-être, je ne sais pas. Écoute, une si grande différence. Parce que, juste pour me mettre en perspective, 240, moi j'avais entendu 240 US, mettons, extended. 240 US, c'est comme 300 quelques Canadiens. Versus, un exemple, à 159, pour ne pas nommer imaginaire, en pré-vente, j'avais acheté une boîte d'extended en pré-vente il y a déjà un mois à 159,99 avec imaginaire exactement. Excellente décision que tu avais prise, mon Oui, ben c'est visionnaire. Mais, the brain. Oui, parce qu'on le sait que ce ne sera pas ce prix-là à la sortie demain, aucunement. Mais puis je le mentionne tout le temps. Pour le flagship, principalement, si vous avez la chance de profiter des préventes de votre hobby shop favori, que vous faites confiance, que vous allez, que vous respectez, faites affaire avec eux. Ça vaut la peine parce qu'il y a des économies assez intéressantes à faire. On l'a vu juste avec Série 2. Série 2, c'était la même chose. Je pense que j'avais payé 154,99 en pré-vente. Puis la journée que ça a sorti, je pense, 2-3 jours après, c'était rendu 250$, ces boîtes-là, tu sais. Fait que le play est tout le temps intéressant de faire ça comme ça, mais de voir la différence. On parle du double, là, du prix de la pré-vente ou du prix que ça va être vendu demain au Québec versus Dave & Adams qui est aux États-Unis. Il y a un trop gros gap qui ne s'explique pas, selon moi, autre que le fait que Dave & Adams, peut-être, décide de renflouer les coffres du côté du hockey. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, puis vous voulez nous l'envoyer ou vous connaissez une information qu'on ne détient pas, on n'est pas les seuls, d'ailleurs, à se poser la question. On a vu les gars de Gang Show qui discutaient de la même situation pas plus tard qu'hier, et eux aussi, pour vivre aux États-Unis, ne s'expliquait pas non plus la différence aussi grande entre le détaillant américain versus canadien. Hey, messieurs, 3 secondes, mais c'est 2-1 Hurricanes après la première période. Et oui, on comptait un but à 25 secondes du début de la game, je pense. Et les tirs, c'est 12-4 Caroline. Oui. Vegas est en train de subir ce que Montréal a subi pendant leur série. Oui. Ben je trouve que ça remonte le moral à la date de ce qu'on voit, mais il y a une période de fête. Ça va être à suivre. Mais on n'a pas dit nos prédictions, mais puis c'est pas passé 2-1. Mais si j'avais eu à dire une prédiction, je pense que Caroline, c'est leur année, puis ils vont aller chercher. Oui. Je pense aussi, mais on s'entend-tu que Mitch Marner revenait avec la coupe à Toronto, là, ce serait complètement épique. Ça se peut qu'il revienne juste avec le Conn Smythe, il va aller le remettre sur son stand. Tu pourrais avoir les deux, la Coupe Stanley puis le Conn Smythe, puis c'est comme juste un gros finger aux fans. Vous m'avez crissé dehors en voulant dire je reviens pour une année puis that's it. Je gagne la Coupe puis le Conn Smythe. Je veux dire, ça serait honnêtement, là, ce serait une série Netflix. Pour vrai, là, si jamais ça arrive, là, ce serait une série Netflix. Mais le jeu hermétique des Hurricanes va être dur à battre. Question? On avait une question de Sean Powers sur Patreon qui était pour l'épisode 212, mais Guillaume n'était pas là. Ben, il manquait une partie de l'épisode, donc je l'ai remis pour aujourd'hui. Donc, bon mardi, les boys. J'ai quelques questions pour le show 212, donc 213. Mais avant tout, j'aimerais vous remercier pour votre excellent travail. Je parcours 50 000 km en auto comme représentant à chaque année et j'aime toujours vous écouter. Question numéro 1. Qu'est-ce que cela prendrait pour que CGC ou KSA, excusez-moi le rire, puisse avoir la même valeur sur le marché que PSA, de meilleurs influenceurs pour inciter les gens à aller vers Tag ou CGC?
Je pense que KSA est brûlé, là, je veux dire. Ben, KSA. C'est terminé. T'achètes une KSA 10 pour le prix d'une Raw presque. Là. Ben, pas, en tout cas, pas dans le vintage, là. Mais non, tu le dis, PSA est brûlé. PSA est brûlé depuis des années. Pourquoi? KSA. KSA, oui. Parce que tout le monde sait que leurs grades sont trop élevés. Dans le vintage, hey, j'ai une KSA 8. C'est une superbe de belle PSA 5 que tu as là. As-tu vu la KSA 10 qui vient de se vendre de Wayne Gretzky au Peachy? Oui. 32 000 $. Oui. KSA 10. Ouais. PSA 10? 1,4 million, combien? 3 millions US, la dernière vente. Ouais, tu vois la réputation puis le retour sur investissement. J'ai Jimmy Francoeur qui était passé sur le show qui m'a montré, il a craqué des caisses de vintage de KSA puis il les a envoyés chez PSA. Et on sait tout ce qui est arrivé. Là, il était chanceux qu'il n'y ait pas rien de altered ou. Ça, c'est un autre problème. Il était très chanceux, mais pour donner un exemple, il y avait une roi qui était, si je me souviens bien, KSA 8 est revenu PSA 6. Qui était quand même respectable, mais on le sait. Là. Si tu t'attends à avoir le même grade, non, c'est en 2 grades en dessous. Et tu risques d'être déçu. Il y avait une Michael Jordan, mais pas. C'est la même image que sa rookie, mais ça avait ressorti là, plus tard. Version anniversaire début 2000. Ouais. Puis elle était 10, elle. Puis il l'a fait grader, puis elle est revenue quelque chose comme 7. Quoi. Mais ouais. Mais Sean Powers, c'est le cousin à Rooster. Sean Richer, oui, exact. Je pense que c'est Sean Richer, son nom. Nous avons sa deuxième question. Mais là, Yanakis, malheureusement, je ne pense pas que tu vas être capable de répondre à celle-là. Quels sont vos top 3 influenceurs ou comptes de réseaux sociaux que vous aimez suivre et pourquoi? Ben, moi, je peux y aller peut-être. Moi, c'est pas vraiment des influenceurs. Moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mes influenceurs, moi, c'est d'autres animateurs de d'autres podcasts, si on veut. C'est eux qui viennent un peu teinter là, ce que des fois de l'information je peux aller chercher ou comment moi je m'abreuve mon information pour vivre mon hobby. C'est rare que je scroll sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, puis regarder du contenu, vraiment contenu proprement dit, là, quelqu'un qui flippe ou quoi que ce soit. C'est rare que je consomme ce type de contenu-là, mais des podcasts énormément. Fait que pour moi, là, si j'avais à faire mon top 3, c'est sûr certain, il y a Gang Show Hockey Podcast, il y a Sportscar Nonsense, il y a aussi Sportscar Radio, il y en a plusieurs comme ça, mais c'est des podcasts que j'aime vraiment écouter puis j'écoute assidûment à toutes les semaines. Ouais, moi non plus, j'ai pas de top 3 influenceurs. Tu sais, je suis comme un peu comme toi, je suis pas un gars qui va lire du contenu en continu de Jeff Wilson, mettons, ou de quelqu'un d'autre, puis mais j'aime bien, évidemment, Sports Cars Nonsense, c'est la référence dans tout le podcast du monde, dans tout le monde des podcasts de cartes sportives. C'est littéralement la référence. C'est eux autres qui ont starté tout, puis c'est eux autres qui sont rendus là. J'aime beaucoup aussi Mojo Breaks, qui sont en Californie. Ils ont une version de hype de leur podcast qui est très, très intéressante parce qu'ils font le tour de tout. Puis c'est un des podcasts anglophones qui parle plus de hockey aussi que les autres Américains, si on veut, parce qu'ils vivent dans la région de Bay Area, puis ils sont des grands fans des Sharks de San Jose, donc ils parlent beaucoup de ça. Hockey Gun Show aussi. Puis évidemment, l'Instagram à Rooster. Ça, faut regarder ça. L'influenceur numéro 1 au Québec. Oui. Patrick Boivin qui nous dit: comment trouvez-vous les NHL debut patch et les debut patch auto dans Extended? Pour ma part, les One-of-One Black sont d'une beauté resplendissante, même supérieure à les MLB debut patch, et je confirme, je suis d'avis aussi. Cependant, pour le reste, on dirait des patchs qu'on retrouve dans les cartes Tim Hortons. J'aimerais voir votre opinion là-dessus. Félicitations à vous d'être au rendez-vous semaine après semaine. Ben, on l'a vu tantôt quand j'ai montré l'annonce de Savage. On voyait les 3 types de cartes. C'est vrai qu'ils sont ordinaires. Le design, comme la fenêtre ou ce qu'il y a le jersey, pour ceux, les jerseys proprement dit, là, c'est vrai qu'elle fait un peu cheap, mais on se rappelle de ce qu'ils mettaient dans Upper Deck quand il y avait des jerseys. C'était très de base. Ça a tout le temps été le cas. Est-ce qu'il aurait pu changer le nom? Parce qu'on sait tous que les patchs vont aller dans Premier puis dans The Cup. Il aurait-tu pu juste appeler ça Debut Jersey à la place? Parce que je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des patchs là-dedans. Non, il n'y a pas de patch.
Non, Fait qu'il aurait pu juste changer le nom. L'idée est exceptionnelle. L'idée de faire un peu comme les autres sports, je trouve que c'est exceptionnel. Mais on le sait très bien que les patchs s'en vont dans Ultimate, dans Premier puis dans The Cup. Fait que. Ce qui est correct. Oui, c'est parfait, c'est bien correct, je suis d'accord avec ça. Mais d'abord, pourquoi tu appelles ça début patch? Ouais, j'avoue. Mais la One of One, je suis d'accord avec lui, là. Elle est hallucinante. Ouais. L'autographe en gold, hallucinant. Moi, ce qui me fait, ce que je trouve beau, c'est de voir que là, les gens se recommencent à s'exciter pour un mémorabilia. Ouais, Il y a des d'accord. gens qui vont pogner des jerseys blancs demain, là. Oui, tu pognes un Schaefer, j'ai hey, malade! Oui, ça reste un jersey blanc, là. Ça reste quelque chose que, là, 3, 4, 5 ans, on aurait fait comme arc. Mais c'est parce que là, tu as la provenance. Oui. Ça vient Et tout voilà. ajouter. Tu as la Et provenance. voilà. Tu sais que c'est son jersey de départ. Et voilà. Puis c'est pas comme un jersey random qui est mis dans une séance de photos. Puis tout. Fait que ça l'ajoute énormément. J'ai juste une certaine réserve sur les débuts autopatch, ceux qui sont one of one. On a encore la même maudite affaire qui arrive avec leur crayon gold, qui ont de la misère à gérer, que ça fait penser dans Premier, je me souviens bien, qu'il y a des cartes ou dans Ultimate, qu'il y a des cartes que quand ils étaient superposées une par-dessus l'autre, oui. Ben, c'est exactement la même affaire. Là, je regarde justement la signature de Beckett Seneca. D'un, la signature est smudge. De deux, il a dépassé le cadre de la carte. De 3, il a signé sur le cadre un peu de la patch. Mais moi, une belle signature gold, j'aurais aucun problème avec ça. Je trouve que ça fait un charme, je trouve que ça fait bien. Il faut juste trouver le bon Sharpie Gold pour le faire. C'est sûr que s'ils prennent un Sharpie qui n'est pas pointilleux puis qui il va s'effriter, ça va donner un peu la carte qu'on a là. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas trouvé le Sharpie encore idéal pour avoir un autographe gold. Mais moi, j'adore le gold on black pour vrai, pour une 1 de 1. Je trouve que ça fait un charme autant que les SP authentiques black. Là, c'est la même chose. Pour moi, ça vient chercher un charme. Puis le fait que le jersey soit inscribed début là-dedans, je veux dire, ça remet, comme Yanakis dit, ça remet le mémorabilia dans la bouche des gens parce qu'on s'entend, là, tu pognes un jersey maintenant, puis c'est comme Ouais, c'est plus random. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi pour l'auto gold là, sur le black, ça fait incroyable. Par contre, faut juste trouver le Sharpie. Parce que là, on parle des one-of-one. Fait que c'est un one-shot deal. Là, fait que, je veux dire, tu peux pas la rater. Ça fait partie de la carte. Ça fait partie de l'histoire. Puis là, je ne sais pas si j'ai la chance. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le remonte. Là. Mais le pire, c'est que j'ai fait le test. J'ai fait le test. Il y a des Sharpies, les Sharpies permanents. Tu as noir, tu as silver, puis tu as gold. J'ai fait le test là, sur un gold là, avec une pointe fine. Là. Ouais. Il n'y a aucun smudge, jamais. Je ne comprends pas pourquoi que les leurs, ça tombe en smudge. C'est comme un genre de. Je ne sais pas, ils prennent ça un Mont Blanc avec une plume. Je peux pas la grossir, là, mais on le voit, la signature, elle a embarqué sur le cadre ici. Après ça, la signature, son numéro, puis le reste de sa signature, il a comme dépassé de la carte de ce côté-là. La carte est smudge un peu dans le bout du one-of-one. Il a dépassé le cadre en bas de la carte. Mais moi qui dépasse les cadres, honnêtement, ça me dérange moins. Surtout s'il est généreux sur son autographe. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'a pas fait un point avec un B avec un point puis un S, mettons. Là. Fait que ça j'ai pas trop de misère avec le fait que ça dépasse le cadre. Mais de là à savoir qu'ils n'ont jamais trouvé le Sharpie idéal. Ouais. C'est une compagnie. Ça me rentre pas dans la tête. Moi non plus. Ouais. Ça me rentre pas dans la tête. Surtout avec l'histoire que ça avait fait avec la Wayne Gretzky One-of-One. C'est ça. C'est un maudit bon exemple, ça, Mike. C'est un peu la même affaire qu'on va vivre. Ils les ont pas toutes montré. On a vu là, des vidéos là, qui ont fait promo. On a vu Seneca, Misa, on a vu Schaefer aussi qui signent leur carte, puis on fait des vidéos promo, ils les montrent. En tout cas, selon moi, il y a une petite déception de ce côté-là. Mais l'idée puis le concept, c'est sûr et certain que c'est vraiment intéressant. Ça reste des chases incroyables, pareil, dans le produit. Mais, tu sais, tu es une compagnie qui se respecte. Tu fais signer des milliers de cartes par année.
Et il faut que tu sois au fait où tu donnes le bon crayon au bon moment aux joueurs pour signer tes cartes. On a Simon Dubois qui nous dit Salut les boys, est-ce qu'il est possible d'un retour en force de la compagnie NetPro dans les cartes de tennis? Ils font en ce moment de sublimes mini-sets de cartes premium Hard Sign et des morceaux Game Use sur des joueurs spécifiques dont Alcaraz, le jeune prospect Ivajovic et bientôt Yao Fonseca. Ces cartes sont vendues à l'unité sur leur site internet. Est-ce qu'ils pourraient sortir un gros set sous forme de boîte paquet pour faire compétition à Tops ou bien vous pensez qu'ils vont demeurer avec leur produit, leur modèle actuel? Personnellement, je pense qu'ils vont rester avec leur modèle qu'on connaît là parce que ils font les cartes, ils vendent directement aux collectionneurs. Il n'y a pas d'entremetteur, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de magasin, il n'y a personne. C'est straight pipe. Là, fait que je pense qu'ils vont continuer comme ça. C'est une formule qui fonctionne. Moi, je dirais l'important, c'est que c'est une formule qui fonctionne et qui lui permet de rester en vie. Mais ça serait de voir aussi c'est quoi l'ampleur du deal que Fnatic a. Est-ce qu'ils ont des ententes avec tous les joueurs? Ça serait. Il y aurait une bonne job légale à faire là, pour NetPro. Mais oui, tout ce qui peut enlever du pain sur la table à Fanatics, je suis pour. On a Pierre-Olivier Jean. J'ai récemment vu une vidéo dans laquelle un cardfluencer parlait des flippers de cartes. Son point était que le fait de payer 75-80% des dernières ventes tuait la croissance du marché. Dans le fond, les moldus payent 100%, mais les flippers, eux, baissent le prix des cartes pour les revendre à 100%. Il disait qu'en payant le vrai prix, eh bien, ils devraient vendre un peu plus cher s'ils veulent faire leur cash et donc feraient possiblement croître le marché. J'ai trouvé ça intéressant et j'aimerais vous entendre là-dessus. Honnêtement, moi, c'est de la complète bullshit. Cette histoire-là, là, ça n'a aucun rapport, selon moi. Pourquoi que les flippers payent 75-80%? Ben, c'est parce que c'est toi qui se trouve à faire le travail de décortiquer, de lister, de prendre en photo, de shipper, de vendre, de contacter tes acheteurs, tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle que tu payes ce montant-là versus le 100% que tu vends. C'est tout à fait normal que les flippers payent moins cher que les comparables et ne payent pas 100%, ou du moins se rapprochent du 100%, plus que la carte est désirée parce qu'elle reste moins longtemps dans leurs mains. Fait qu'à ce moment-là, ils acceptent de faire un profit qui est moindre. Mais ça, là, c'est un monde, c'est un écosystème. Hein? Tu as une carte ou tu as des cartes, tu peux décider de les vendre toi-même, puis tu vas faire 100% de tes ventes, tu vas tout faire toi-même, puis tu vas payer des frais si tu vends sur eBay, ou tu vas pas payer, tu vas pas avoir de frais si tu vends par toi-même sur Facebook, mais tu peux décider de faire ton 100% de profit et de ne pas accepter 75-80% d'un flipper. Mais le 75-80% du flipper t'enlève beaucoup de travail, beaucoup de trucs en amont que tu n'as pas à faire, qui fait que c'est juste normal. Tu sais, on parle d'un flipper, là, mettons, le pur et dur, là, il paye 75%, on va dire, d'une carte, puis avant sur eBay, puis il perd tout de suite 15% sur eBay. Fait que finalement, il finit avec 10% dans ses poches. C'est pas exagéré, une cote de 10%, là, vraiment Okay, pas même. Là. Je vais te lancer une autre perspective. Tu es dans un trade night, peu importe lequel, puis tu as quelqu'un qui vient te voir, ouais, moi je vais trader, mais je trade à 80%. Alors que c'est de la vente de gré à gré, puis il va probablement la flipper la même soirée. Normalement, quand le monde trade, il augmente la valeur. Ouais. En trade value, normalement, il augmente la valeur. Quand il reçoit, tu sais, je veux dire, tu es dans un trade night. Moi puis toi, on trade ensemble. Ouais. Toi, tu me demandes 80% de ma valeur. Ben ça, je trouve pourquoi ça toi, tu aurais plus le droit de demander toi 80% que moi 100%? Ça, tu fais juste dire non. Je suis d'accord, mais ça, on en voit d'un petit peu de plus en plus, par exemple. On le voit même dans les shows. Là, je veux dire, le monde se parle de gré à gré, puis on entend des discussions souvent de monde aux tables, table à table, puis qui font des deals en face d'une table de dealer, puis dire moi j'achète juste, mais j'achète mais à 80%. C'est pas un dealer, c'est un gars qui marche sur le floor. Ouais. Mais de là à dire qu'il devrait... Je pense que c'est plus ce point-là qui va venir chercher dans la question.
plus que quelqu'un qui. Un magasin qui achète à 60, 65, 70, 75, 80, rendu là, je m'en sac parce que tu as une Oui, il marge de faut qu'ils profit fassent à leur faire. argent. Ben oui. Tu es un magasin, tu as des taxes à payer au bout du compte, puis ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais là, du face-to-face, si quelqu'un ose te dire, moi, je prends juste à 80%, va-t'en en courant. Là. Oui, puis l'autre point de cette question, c'est de dire, est-ce qu'à ce moment-là, il ne devrait pas vendre plus haut que le 100% pour faire Non, ça, croître le marché versus non. le faire baisser? Ben, je ne suis pas d'accord là-dessus parce que Non, ça, je suis d'accord. ça ne fait pas baisser le marché non plus. Tu sais, on n'a pas vu le marché, il y en a plusieurs, Non. de plus en plus des flippers là, tu sais, depuis la pandémie, mettons. Puis est-ce qu'on a vu le marché baisser tant que ça? Au contraire, nos Non, cartes ça- valent ça- sûrement le plus cher qu'ils ont jamais valu. Fait que Ça fait c'est un un roulement écosystème. d'inventaire sur le Ben marché aussi. oui, Là. Ça roule absolument. l'argent. Puis c'est pour ça que je te dis qu'un dealer qui est dans un show qui achète à 80% ou qui trade à 80%, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Aucun. Ça fait rouler l'inventaire de tout le monde, ça fait rouler l'économie du hobby, puis ça, c'est parfait. J'ai aucun trouble avec ça. Mais ton exemple que tu as donné, il était bon. Là, tu sais, mais à ce moment-là, tu sais, c'est C'est à toi à dire juste non, ça, dire c'est non, sûr. non merci, puis Mais c'est ça parce finit qu'on en là. voit de plus en plus. Tu sais. Surtout dans le Pokémon, là, on a fait. J'ai fait quelques shows, puis j'étais allé dans des shows à Québec aussi, puis c'est la même chose. Là. Le Pokémon, là, t'en as, là. Ça sort d'un parking pour te faire des deals. Ouais, j'achète à 80%. T'es comme. Non, merci. Ouais, ça peut Oh. blesser. Hey, juste parenthèse, tu sais, c'est live, puis on voit que ça évolue, mais c'est quand même rendu 3-2 pour Vegas contre Caroline. Oh, Et tabernacle! ouais. Puis je viens de voir Mitch notre Marner? chum Mitch Marner, comme let's go les boys sur le banc, puis le Je but vous le était dis, les de gars, ça va être une Carlson, série mais Netflix ou ouais. Amazon Prime, cette affaire-là. S'il Puis gagne, qu'il arrive avec le Conn Smythe et la Stanley Cup, c'est une série Amazon Prime. c'est- Je- mais je- Mais ouais, j'espère juste ça que va les être gens à vont suivre. J'espère juste que les gens vont l'écouter. Parce que c'est intéressant, là. Je sais qu'il y a une équipe qui n'est plus là, mais ça reste la finale de la Coupe Stanley. Je pense que ça ne sera pas court. Je pense que ça va être très entertainant. C'est deux coachs qui sont capables de se donner des chars de peanuts. Moi, ça m'intéresse, en tout cas. Regarde, Oh! là, Ben, moi, je vais l'écouter, ça joue c'est pendant sûr. qu'on se parle, puis je trouve ça Ah, ouais. intéressant. C'est quand même deux belles équipes. Oui. Puis il y ça a va des jouer. histoires de chaque côté. Tu sais, tu parlais, Mike, l'histoire de Marner. Mais tu sais, si Vegas gagne la Coupe, de voir Carter Hart qui lève la Coupe Stanley, il y a quand même beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça encore aujourd'hui. Ouais. Que ça fait énormément discuter. Oui, tout le monde a le droit à une rédemption, mais la rédemption est arrivée quand même assez rapide et douce, quand même, Ouais, dans les une journée circonstances. après la fin de sa suspension, il signait. Là, J'avais une discussion d'ailleurs en fin de semaine avec une de mes amies à propos de ce sujet-là, qui a une opinion féminine sur le sujet, qui défendait, en fait, pas défendait, mais donnait ses points qui étaient ultra valables, mais comme m'a ouvert les yeux un peu sur la situation. Puis effectivement, je trouve que c'est rapide comme situation. Fait qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas voir Vegas gagner pour ne pas voir cette situation-là arriver. Par contre, force est d'admettre que c'est une sacrée équipe et on risque d'avoir une maudite belle série finalement. Fait que notre propos évolue, mais je reste avec Caroline comme prédiction. D'ailleurs, c'était pour ça que j'avais mis le masque de Mike Liut. Mike Liut, ancien goaler des Whalers de Hartford. Whalers de Hartford, qui est la Caroline maintenant. Fait que tout est dans tout. C'est pour ça que j'avais mis ce masque-là ce soir ici. On a deux questions qui nous restent. On va y aller avec Olivier Bérou qui nous dit bonjour, on va passer en bonjour, Olivier de la France. Yeah. Triste nouvelle que la perte de Kyle Busch, tout comme celle de Greg Biffle il y a quelques semaines. La collection de cartes NASCAR est une mini gouttelette dans l'océan des cartes, mais une licence sympa et très abordable de Panini et UD pour les 23XI. Les 23 XI, en fond, c'est un set qu'Upper Deck produit sur l'équipe de NASCAR de Michael Jordan / Denny Hamlin. OK. Fait qu'Upper Deck produit des cartes sur cette équipe-là. Ils réussissent à comme contourner les règlements et les licences. Mais oui, c'est quand même intéressant comme produit. Il ajoute on est peu nombreux à collectionner le NASCAR en France, probablement 3 ou 4 maximum. Un petit groupe sympa qui s'entraide. Donc, oui, c'est cool à voir que le NASCAR est quand même bien visible en France. On a, dernière question, Stéphane McNicol qui nous dit je ne sais pas si vous avez vu le chiffre
mais il y aurait plus de 10 milliards de cartes Pokémon qui ont été produites dans la dernière année. Oui, j'ai En vu voyant ça ce cette chiffre, semaine. 2 choses me viennent en tête. Imaginez la quantité de ces cartes se retrouvent à la poubelle quand la grande majorité des gens ne conservent pas ne conservent juste leur hit. Une carte par 4-5 paquets, selon moi. Et comment un marché peut être autant en feu considérant la quantité produite. Je peux comprendre que si le gem rate d'une carte est 5%, par exemple, que la PSA 10 a un premium très important sur les vieux sets, par exemple, mais une carte récente qui a une pop de 27 643, il parle de la PSA 10 Charizard Pokémon 151, comment ça se peut uniquement augmenter depuis 2 ans? Je voudrais vous entendre là-dessus. Bon show. Supply and demand, c'est juste ça. Ouais. Le monde ils ont le fear of missing out de la vague Pokémon, puis ils achètent toutes les PSA 10 possibles, puis tu sais, on a souvent tendance à faire une comparaison avec le hockey. Mais le hockey, c'est un petit marché comparé au Pokémon, là. Pokémon, Ouais. c'est dans tous les pays du monde. Puis on est combien sur la planète? 8-9 milliards. Fait que Ah, Pikachu, il est connu partout, là. Mais c'est en ben, voyant honnêtement, ces chiffres-là qu'on se rend compte de l'ampleur du phénomène Ouais. Pokémon. Parce que 10 milliards de cartes, là, dans la dernière année, c'est énorme. puis tu as des prix qui sont en même temps. Je veux dire, tu peux acheter vraiment des cartes pas chères pour te faire une belle collection, là, tu sais. Mm. Mais tu as vraiment le fear of missing out présentement qui est complètement débile. Puis pour pallier à la question, on peut prendre 30 secondes pour aller voir le card ladder de Pokémon. C'est complètement débile. C'est complètement débile l'index de Pokémon. Encore cette semaine, il est en hausse de 3,2%. Encore dans la semaine. On parle de 6,9% dans le dernier mois. On parle de 31% dans les 3 derniers mois, 86% dans les 6 derniers mois, puis 182% dans la dernière année. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, ce qui me fait C'est une glace, hausse c'est de voir que constante. ça se maintient. Ouais, c'est ça. Que ça se maintient de mois en mois, de semaine en semaine, d'année en année. C'est ça, moi, Ce qui est intéressant dans ça, c'est que les sets sont plus réimprimés. Fait que ça fait en sorte que les cartes gardent une certaine valeur. Mais tu as quand même une pop de 30 000 pour la Charizard, là, qui se vend à des prix complètement fous. Fait que tu sais, sur le long terme, est-ce que ça reste un bon bail? Je ne sais pas. Le vintage reste, quant à moi, l'option. Mhm. Ça va être une fluctuation steady grow. qui est plus petite, mais qui va constamment augmenter. Là, on est-tu dans une bulle? On dit ça depuis 2021, on est rendu le 2 Mhm. juin 2026. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a plus rien qui me surprend avec le Pokémon. Ça peut crasher demain matin, puis on pourrait se dire, OK, je ne suis pas surpris, puis ça pourrait prendre 5%, puis tu pourrais dire, non, je ne suis pas surpris. Fait Mais que, ce qui peut faire peur, par exemple, un peu, c'est que vu qu'il y a tellement de cartes produits puis qu'il y en a tellement sur le marché, mais qu'il y a beaucoup de monde qui les acquiert présentement, s'il arrive un crash, peu importe ce qui arrive dans le marché ou qu'il arrive quelque chose, puis que le marché, il y a plusieurs personnes qui décident de liquider leur collection, le marché va devenir rapidement saturé parce qu'il va en en même avoir temps, trop en en même même temps sur temps, le en marché. même temps, peut-être pas. Fais le ratio vite, vite, on jase, là. OK? Ouais. Tu vois une Connor McDavid PSA 10, j'ai pas le pop count dans la tête, là, mais on est à quoi? 1000, 1500 peut-être? 2000 gros Je max? sais Grosso pas. modo là-dedans. Ouais, attends. On est peut-être 500 000, 1 million de collectionneurs aguerris de cartes de hockey dans le monde. Pokémon, la Charizard, tu as 37 000 ou 30 000, 27 000 de population PSA 10, mais tu as 2, 3 milliards de personnes qui collectionnent les cartes Pokémon ou qui connaissent le Pokémon. Quand tu regardes le ratio de pop count comparé aux collectionneurs qui connaissent ça, pop count n'est pas tant haut que ça. Là. Mhm. Ça veut dire qu'il y a pas mal plus de monde qui recherche du Pokémon que quelqu'un qui va chercher une Connor McDavid. Ah ben ça, c'est officiel. Oui, par rapport à son Ouais. marché, je comprends ce que tu veux dire. Ben, si tu as 4 milliards de personnes, ben, je dis 4 milliards, Ouais. mettons 2 milliards de personnes qui se battent pour 36 000 cartes qui existent, Mhm. ou 1 million qui se bat pour 2 000 cartes qui existent. Mhm. Le Le ratio est là, ratio. là.
Le ratio est là pareil. Mais en demeure pas moins que de voir ces chiffres-là, c'est intéressant. C'est le fun pour ceux qui embarquent dans le Pokémon. Mais moi, personnellement, ça me fait quand même peur d'une journée où il peut quand même arriver un crash à quelque part. Parce qu'à un moment donné, moi, je vais être franc, j'ai liquidé mes PSA 10 modernes. Mon profit est fait, c'est bye-bye. Je garde mon vintage parce que je sais que ça, c'est à long terme, je ne toucherai pas. Puis je mets ça dans le garde-robe, puis dans 10 ans, je vais le regarder, puis ça va monter. Là. Mais tout ce qui est moderne, c'est un bon play. même mon One Piece, j'ai tout vendu au dernier show là, parce que mon profit est fait. Fait que même si ça monte de 100$ la carte, m'en sac un peu. Là. Le profit est là. Oui. Mets ton vintage, tu gardes ça. Si tu as besoin d'argent, tu ressors un moment donné, puis pouf, elle va se vendre tout de suite. Tu sais, si tu as besoin d'argent demain matin, ben, ta Moonbryon PSA 10, ça peut prendre 3-4 jours avant qu'elle se vende. Tu sais. Mais ta Charizard de base 7.1, PSA 9, il y a des bonnes chances que tu la mettes, puis dans la première heure, elle soit partie. Ouais. Fait que. Donc, ça conclurait les questions, et probablement l'épisode aussi, messieurs. Je voudrais faire un petit shout-out avant qu'on termine l'épisode. Ben oui. Shout-out à l'équipe de mon garçon aujourd'hui qui a fait son premier match de soccer à vie. Yeah. Les U8 Clermont-Rouge qui ont gagné par la marque de 12-2 contre les Ramalbé Verts. Je suis désolé de ça. Mais mon gars, pour vrai, il avait de l'air de Iniesta dans son prime au midfield avec 4 passes décisives aujourd'hui. Donc, bien fier de lui. Bien fier de lui. Colin, félicitations, petit bonhomme. Félicitations. Yes! Hey, les boys, pour la semaine prochaine, je ne sais pas si on a de quoi de spécial. J'ai mentionné qu'on allait avoir le tirage mensuel. Sinon, je pense qu'on n'a pas d'invité de prévu pour la semaine prochaine. On peut avoir de quoi spécial. Moi, j'étais à un texto, ce que je t'avais parlé il y a quelques semaines, Guillaume. Je t'avais parlé, Mike, aussi en une semaine. Moi, j'étais à un texto près. On aura un invité qui... Je pense qu'on a du temps. On embarque dans les épisodes d'été. Là. Parfait. Puis c'est le fun. C'est ça aussi. C'est pour ça aussi qu'on fait ça. Ça donne l'opportunité d'entendre d'autres sujets, des nouvelles choses aussi, puis de s'instruire nous-mêmes. Là, ce que tu as parlé tantôt des cartes NASCAR, là, c'est du nouveau pour mes oreilles, puis c'est le fun à entendre, c'est le fun à voir. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des sujets, si vous avez des idées de chroniques ou si vous voulez même passer sur le pod, venez discuter avec nous autres. Ouvert à tous. Manifestez-vous, ça va nous faire plaisir. L'été, c'est le temps parfait pour faire ce type d'épisode-là. Exact. Donc, messieurs, on se dit à la semaine prochaine, épisode 214. Yes. Ciao tout le monde. Bonne semaine. Merci beaucoup. Ciao.